I can't really sing. I have to sing goofy in order to sing. Like I have to sing stupid. Okay? Okay. You always hurt the ones you love, the one you shouldn't hurt at all. You always stay the sweetest rose and crush it until the petals fall. You always bring the kindest heart, and with a hasty word you can't You're actually good. recall. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% cinéma sur Radio Campus Montpellier, The Cinema Show. Comme d'habitude, on ouvre l'émission avec une scène de film qui m'a marqué. Cette semaine, je voulais rendre hommage à Michelle Williams, qui est en tête d'affiche de Showing Up en salle en ce moment, qui était juste bouleversante dans Blue Valentine, que vous aurez peut-être reconnu. C'est un film que vous avez déjà vu, vous, autour de la table, ou pas du tout ? Pas du tout, non, pour ma part. Non, Dieu merci. Personne n'a vu Blue Valentine. C'est scandaleux. Direct. Avec le Ryan Gosling. Bon, bah c'est pas grave, écoutez, je vais quand même vous introduire dans l'émission. Bonsoir Florent, Axel et Gauthier. Comment vous allez ce soir? Je crois que vous êtes très en forme. Hein. Oui, ça va bien, on est chaud. Ah, super. Bon, bien hydraté, bien en forme, c'est super. On salue bien évidemment aussi Simon, Yanis et Adriano qui sont à la technique ce soir. Bonsoir à vous. Coucou. Comme vous l'aurez compris, ce soir ça va forcément parler de Showing Up, le nouveau film de Kylie Reichardt, mais seront également au programme Les Gardiens de la Galaxie volume 3 de James Gunn, Nos cérémonies de Simon Rietz. Nous avons d'ailleurs eu la chance avec Gauthier de rencontrer le réalisateur il y a quelques jours, donc vous pourrez découvrir un petit extrait de notre rencontre. On suivra le top de la semaine, le quiz de Marie qui sera présenté par Florent et les recommandations. Mais ne tardons pas plus et filons découvrir les news que nous avons ratées avec Florent. C'est parti. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. On commence ces news avec l'actrice Adèle Haenel qui vient à nouveau poser un geste fort dans l'industrie du cinéma. Et oui, souvenez-vous en 2020 quand Roman Polanski, accusé alors de viol par 6 femmes, a été récompensé du César du meilleur réalisateur. Adèle Haenel s'était alors levée et était partie en criant « La honte », phrase qui continue à résonner aujourd'hui. Et cette semaine, dans une lettre adressée à Télérama, elle explique son choix d'arrêter sa carrière d'actrice en utilisant de nouveau la honte. Je la cite « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Ça les incommode, ça les dérange que les victimes fassent trop de bruit, ils préféreraient qu'on continue à disparaître et à crever en silence. Je vous annule de mon monde, je pars, je me mets en grève. » Fin de citation. Alors, est-ce qu'il y a des réactions autour de la table sur cette décision forte qu'a prise Adèle Haenel? Ça fait déjà un petit moment que je crois qu'elle voulait quand même se retirer du milieu du cinéma et qu'elle avait dit qu'elle ferait juste des rôles dans des films d'auteur ou des projets qui lui tenaient vraiment à cœur. Donc moi ça me surprend pas non plus, c'est pas comme si elle avait pris la décision du jour au lendemain, je pense qu'elle y réfléchit déjà depuis quelques mois. Ça faisait depuis 2020 qu'elle avait pas foulé un plateau de tournage où s'était engagée dans... Même s'était montrée dans des cérémonies ou...
comme participante de l'industrie du cinéma. Donc, on sait qu'elle est très militante, elle continue à participer à beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements sociaux, justement pour défendre de nombreuses causes. Mais c'était en tout cas quelque chose d'assez unique moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs précédemment d'actrices qui disent en fait, je quitte ce monde du cinéma parce qu'il y a trop de choses qui vont pas et je peux pas continuer à faire comme s'il y avait rien. Ouais, surtout une actrice dans une aussi grosse hype médiatique et tout, quoi. Elle était dans les années ultra montantes ces derniers temps, quoi. Oui, mais après, on pouvait comme tu l'as dit, depuis 2020, elle a rien tourné. On pouvait s'y attendre et même à peu près toutes les semaines, tous les mois, on entendait de nouvelles citations d'elle disant qu'elle n'en pouvait plus de ce monde. Donc comme sa réaction au César avait lancé aussi une vague de discussions, de contestations, je suis sûr que cette nouvelle prise de possession, ça va entraîner ensuite un dialogue et pas mal de choses par la suite. Mais alors je trouve l'idée très bonne, mais en fait le problème, c'est que j'ai peur que ce soit pas très suivi au final, et en fait c'est un problème de la profession en général. Et en fait, il faudrait qu'on en parle tous, quoi, tout le temps. Il faudrait que ce soit plus un sujet de à un moment il y a une actrice qui pousse un coup de gueule et voilà, faudrait qu'à Cannes on arrête d'inviter des Corsini avec tous les problèmes qu'on a vus au tournage. Faudrait qu'à un moment en fait on dise que c'est plus possible, faudrait vraiment que les gens qui ont de l'importance dans le cinéma français puissent prendre les décisions adéquates pour complètement arrêter ces conneries, en fait. Enfin, c'est plus il y a un côté énervement en fait dans le fait que elle soit obligée de faire ça pour qu'on puisse parler de ce genre de sujet. C'est pas normal et ouais, faudrait vraiment que ce sujet devienne plus qu'un sujet, mais devienne un point central en fait de l'avenir du cinéma français, de l'économie du cinéma, de tout ce qui fait la création du cinéma en France, en fait. Voilà, ça risque de tomber dans l'oubli finalement, son geste. C'est bien le problème. Ouais. Après, on en parle de plus en plus. Il y a quelques temps, il y avait tout ce qu'il y a eu autour de Depardieu, où il y a, je sais plus quel studio de production a parlé parce qu'ils ont produit un nouveau film avec Depardieu et au final, ils ont dit on était au courant que sur le tournage il faisait pas des bonnes choses. Et du coup, on va quand même sortir le film. Ils ont même hésité à vraiment sortir le film. Et au final, ils vont le sortir, mais en dégageant Depardieu de tout ce qui est avant-première, etc. Ah, mais voilà, mais au bout d'un moment, quand t'es au courant d'un truc sur le tournage, tu dégages ils ont essayé de se dédouaner. Mais ouais, c'est... Mais on voit qu'il y a bien une industrie bien enfermante parce qu'il y a Noémie Merlan qui s'est exprimée par rapport à cette décision-là en disant qu'elle la soutenait, qu'elle comprenait absolument qu'elle ne veuille pas s'inscrire dans des codes qu'elle ne cautionne pas, qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle, personnellement, elle avait du mal à prendre cette décision-là, qu'elle était totalement d'accord, mais le fait de tout arrêter et de quitter cette industrie-là, c'est encore une décision difficile à prendre. Donc voilà, on verra si dans les semaines à venir, ça aura plus de répercussions. Et comme on aime les chiffres dans The Cinema Show, on va reparler du plus célèbre plombier au monde. Et oui, comme on en parlait déjà la semaine dernière, le long métrage Super Mario Bros a dépassé le $1 milliard de recettes dans le monde et devrait facilement dépasser les 6 millions d'entrées en France, si ce n'est pas déjà le cas. Mais il n'a pas eu du succès que dans les salles obscures, puisque le film a été publié dans son intégralité sur Twitter. En effet, c'est un utilisateur du nom de Vids That Go Hard qui a commis ce méfait. Il a fallu plus de 7 heures à Twitter pour repérer ce piratage, ce qui a laissé le temps à 9 millions d'utilisateurs de voir et de télécharger le film. L'utilisateur a bien évidemment été banni, mais n'a pas été poursuivi pour le moment en tout cas. Alors est-ce que ce partage de films en libre service, ça vous inquiète, ou est-ce que vous dites la guerre de toute façon elle est déjà perdue par rapport au piratage? Je pense que c'est déjà un peu perdu depuis des années, qu'il y a tout qui est disponible sur internet. Après sur Twitter c'est assez rare et je pense que ça va devenir de plus en plus fréquent. Parce qu'il y a tout ce qui se passe avec Elon Musk, avec toutes les certifications. Parce que là, c'est un utilisateur certifié qui l'a mis. Et du coup, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps à le bannir. C'est parce qu'il payait tous les mois pour être certifié sur Twitter. Oui, avec la nouvelle certification Twitter Blue qui permettait de mettre des vidéos plus longues. C'est pour ça qu'il a pu publier le film sur Twitter. Mais il y a aussi donc, la réaction de Twitter, donc, notamment Elon Musk, qui maintenant a fait une réponse automatique de son service presse qui est l'emoji caca. Donc dès qu'il y a, la presse qui contacte Twitter pour poser des questions ou des réclamations, c'est l'emoji caca qui est envoyé. Donc ça aussi, est-ce que ça pourrait pas jouer sur le côté nonchalant du problème ça a été traité tardivement et en plus c'est traité de manière un peu légère?
Ça va, ça vous inquiète pas plus pour moi, la suite. tant que c'est sur des films comme Mario, Oui, ça, voilà. moi je trouve que c'est finalement une très bonne chose de laisser la création libre sur Internet finalement. Oui, bien sûr, on va je trouve défendre que, ça. finalement, Bien sûr. on parle beaucoup de droits d'auteur, comme disait Godard, les auteurs n'ont pas de droits, ils n'ont que des devoirs Oui, finalement. alors, Donc je pense qu'il Oui, y a un d'accord. moment, mettre Mario en... Ça va Simon ? Mettre Mario en libre service, en libre accès sur Twitter, c'est une très bonne chose. Ouais, bon, ça allez. permettra à des gens Allez. qui n'ont pas les moyens de payer 13 balles pour une merde au cinéma. Mais j'espère que ton de Mandico voir, finira sur Twitter, mec. C'est sûr, Il y a pas j'encourage assez de gens tous qui les voient ces utilisateurs de films. Twitter à publier le prochain Mandico. On termine par faire un point sur le Festival de Cannes qui s'ouvrira dans 6 jours et je peux vous dire que j'y serai et pas Florent. Et oui, c'est vrai, c'est dégueulasse de dire ça, mais c'est vrai. Le Festival de Cannes qui a enfin dévoilé le jury de la compétition officielle. Nous savions déjà qu'il serait présidé par Ruben Östlund, lauréat de la Palme d'Or l'année dernière pour Sans filtre. Alors, est-ce que le reste du jury est meilleur que son président ? Eh bien, c'est ce qui semble se dessiner, puisqu'on y retrouve la réalisatrice Julia Ducournau, lauréate de la Palme d'Or en 2021 pour Titane, l'actrice Brie Larson, la réalisatrice marocaine Mariam Touzani, la réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni, l'acteur français Denis Ménochet, l'acteur et réalisateur américain Paul Dano, l'écrivain et réalisateur afghan Atik Raimi et le cinéaste argentin Damian Zifron, notamment réalisateur de Misanthrope, dont nous vous parlions la semaine dernière. Et le name dropping ne s'arrête pas là, puisque la Palme d'Or d'honneur sera remise à l'acteur américain Michael Douglas. Ce dernier a d'ailleurs déclaré « Après plus de 50 ans de carrière, c'est un honneur de revenir sur la croisette pour ouvrir le festival et parler notre langue commune, celle du cinéma. Blablabla, déjà entendu 1 milliard de fois. » Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette composition du jury et du choix de cette palme d'Or d'honneur ? Alors là, la Palme d'Or d'honneur va déjà vraiment Osef. Rien à taper. Non, mais plus au-delà du est-ce que vous aimez ou pas Michael Douglas, mais le choix même en termes de Voilà, représentation, voilà. je trouve ça, ça représente rien. Il a rien sorti depuis des années. C'est pas un mec qui a marqué le cinéma. Moi en tout cas, il m'a jamais marqué dans ma cinéphilie et je pense que c'est pas le cas pour beaucoup de gens, quoi. Enfin. Le fait de dire qu'il y aura cet acteur, ça va pas faire vendre plus le festival de Cannes. Puis c'est encore un homme blanc un mec de blanc. 70 balais, voire plus. Ça c'est fou quand même, de prendre Ruben Östlund en président, après de prendre Michael Douglas, Palme d'Or d'honneur, il n'y a rien quoi, il n'y a aucun effort. Y a rien Après le jury, je le trouve assez beau. Ouais, il est une... très éclectique. Ouais, voilà. Moi, je suis très content qu'il y ait Paul Dano qui Ouais, c'est clair. Ça, Même Denis Ménochet, ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est vrai que Julia Ducournau, pourquoi la mettre dans le jury et pas président? Non, je suis pas d'accord. Elle a fait 2 films. Au bout d'un moment, il faut se calmer quand même. Il y a une différence d'accord, mais entre Ruben elle et Östlund, il a fait un bon film de toute sa carrière. Donc, à un moment donné. T'as vu combien de films de Ruben Östlund? Oui, mais j'en ai vu au moins 3 ou 4, donc vraiment. Franchement, Happiness Therapy, c'est vraiment des super films. Non, mais en dehors, allez, c'est en dehors de. Snow-thérapie, t'as même pas le bon titre. Non, tu vois, Snow-thérapie, c'est vrai. Voilà. On a tous le droit à des erreurs, T'as vraiment d'accord. marqué le mec. J'ai un mémoire à faire, c'est compliqué, d'accord. Non, mais en dehors de ça, je suis désolé, mais tu peux pas dire que Julia Ducournau méritait entre guillemets plus d'être présidente du jury que Ruben Östlund, c'est pas possible. Elle a fait 2 films. Ouais, je pense. Alors, elle a marqué, on s'en fout. Elle a marqué le cinéma avec 2 films, justement. Non, elle a pas marqué le cinéma. Je suis désolée, mais si, elle va faire quelque chose que personne d'autre n'offrait dans le cinéma français. On avait déjà eu le débat sur la présidence du jury, mais c'est tellement du coup un monde d'entre-soi. Moi, j'aurais pas vu forcément non plus Julia Ducournau, mais tellement le lauréat, il devient président, il y a un vrai problème. Non, ça, à la limite, je suis beaucoup plus d'accord, mais Julia Ducournau, pour moi, ça aurait pas été une bonne alternative, clairement. Enfin, elle mérite vraiment pas plus que Ruben Östlund. Mais après, oui, une présidente du jury, ça aurait été une bonne idée, une Jane Campion à la limite, ou moi, je suis pas fan de ses films, mais pour ce qu'elle représente et surtout pour les films qu'elle a fait, l'importance qu'elle a dans le cinéma, c'est quand même beaucoup plus conséquent que Julia Ducournau. C'est fou qu'on se dise ça aurait pu être une bonne idée. Normalement, ça devrait juste exister, ça devrait exister de manière égalitaire, sans qu'on ait besoin d'en parler normalement. En tout cas, dans le chat, ça se fout de vos t-shirts à un point. Bah oui. Ça fait débat. Vraiment, vous êtes le sujet de la soirée. Bah écoute, continuez. Bah écoutez, si vous n'avez pas plus à ajouter, on va juste remercier Florent pour cette jolie brochette de news, parce qu'il est quand même 19h14, je crois que c'est l'heure de passer au débat. Pour rappel, sont au programme ce soir les Gardiens de la Galaxie volume 3 de James Gunn, Drawing Up de Kaylee Richard et Nos cérémonies de Simon Riet. C'est parti. Bon,
Bonsoir Florent. Du coup, commençons tout de suite par le film qui a enflammé le cœur de tous les fans de Marvel, mais aussi du Twitter ciné, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. C'est parti, bande-annonce. I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I formed the Guardians. Met a girl, fell in love. That girl died, but then she came back. Came back a total dick. Oh, please. You left out some important information, but that is the gist of it. I get the same old dreams, same time every night. Fall to the ground and I wake up. My sacred mission is to create the perfect society. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. I want you all to know that I'm grateful to fight beside my friends. Incinerate them. We were always searching for a family. Until we found each other. Are you ready for one last ride? We'll all fly away together. Into the forever and beautiful sky. Whoever it was that you were in love with, it sounds more like her. Her? That's ridiculous. Do not bring me into this. Knock it off! What? Just never noticed how black your eyes were. They were replaced by my father as a method. Mais donc, Les Gardiens de la Galaxie, ça parle de quoi ? Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, vivent désormais sur Nowhere, qu'ils ont aidé à reconstruire. Peter Quill est toujours très marqué par l'absence de Gamora. Ils sont attaqués par Adam Warlock, la création surpuissante d'Ayesha, la prêtresse des souverains. Rocket est gravement blessé. Pour le sauver, les gardiens vont devoir retrouver celui qui a jadis modifié le corps de Rocket, le maître de l'évolution. Florent, c'est le seul film que tu as vu ce soir, donc je te propose de commencer dessus. J'espère que tu as bien aimé. Oui, avec plaisir. Alors, déjà, j'aimerais revenir un peu sur les derniers Marvel qui sont sortis. Enfin, je commençais à avoir un vrai rapport conflictuel, voire inexistant avec les Marvel, parce que c'était devenu d'un inintérêt, mais total. Et là, ils se perdent. Pour moi, c'est un trou sans fond. Mais ce qui a fait que même je suis pas allé voir les tout derniers Marvel, justement un peu par dépit. Et puis celui-là, ça a fait résonner quelque chose en moi ça fait partie de moi. Le premier, il est sorti en 2014, si je me trompe pas, mais peut-être que je me trompe. T'avais déjà 23 ans. Oui, d'accord. Alors là, je sais pas quel âge vous me donnez. C'était la naissance de ton premier gosse. Voilà, bien sûr. Voilà, j'en ai 14. Alors. Et là, écoute, ça a été vraiment un bon moment. Et même, vu qu'il y a peut-être des réactions mitigées autour de la table, je veux dire que c'était un très bon moment que j'ai passé en salle. Pour moi, il y a une identité et une créativité qu'il n'y a pas dans les autres arcs narratifs des Marvel, enfin en tout cas avec les autres personnages. On sent qu'à la barre, il y a un réalisateur qui a, pour moi, créer ces personnages. Alors c'est pas lui directement, voilà, ils sont inspirés du comics, mais en fait c'est lui qui les a façonnés, c'est lui qui leur a donné leur identité à une époque où Marvel avait pas autant ce lissage et ce contrôle au tout début. Pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il revienne à la barre. Il y a eu un moment où justement il a été viré et puis il y a eu une pétition, les acteurs ont milité pour qu'il revienne. Pour moi, c'est le film d'un réalisateur qui dit au revoir à ses personnages, qui s'en va de Marvel et qui continue à créer un univers comme il n'y en a plus dans les Marvel. J'avais beaucoup aimé son The Suicide Squad
qui était très sympa, qui était justement complètement libéré. On dirait qu'il avait aucune charge justement d'un gros studio, même s'il y en avait forcément une. Et là, j'arrive encore à retrouver des créations d'univers, des planètes, des mondes que je trouve assez uniques, et je trouve des personnages toujours qui fonctionnent malgré le troisième film. Ils sont pas étirés dans leur schéma narratif et dans leur comic relief. On peut notamment penser au personnage de Drax. Moi, Drax, ça fonctionne toujours. Oui. Et puis, je trouve que on est aussi touché et ému, pas parce qu'il fait du film sa place dans le MCU. En fait, je suis touché par les histoires qu'il me raconte. Je suis pas touché par les personnages parce que on sait que c'est sûrement leur dernier, et du coup dans l'arc total Marvel, c'est émouvant. Ça, j'ai pas été ému par ça. J'ai été ému par ce qu'on me raconte des personnages dans ce film-là, qu'on puisse le comprendre de A à Z sans s'inscrire dans un truc énorme qui nous dépasse. C'est un truc que je reprochais vachement au dernier Doctor Strange, c'est qu'en fait, si t'as pas tout le reste de l'histoire, si tu connais pas tous les personnages vraiment bien et tout, tu passes à côté de la moitié du film et au final tu te fais chier. Alors que là, pour le coup, moi j'ai même pas vu le volume 2, je croyais l'avoir vu avant le film, et en vrai ça m'a pas du tout dérangé, parce qu'en fait je suis une bande et c'est vraiment dans un univers à part de Marvel, et je suis totalement d'accord sur ce que tu disais. Donc c'était un vrai bon moment, je le répète, et je serais prêt à donner des contre-arguments s'il faut. Je pense que ce qui fait aussi que tu passes un bon moment, c'est que c'est un film d'équipe. Enfin, tu sens qu'ils sont ultra soudés. Même les acteurs, je trouve qu'ils délivrent quand même une bonne performance. On a Chris Pratt, tu parlais du personnage de Drax, mais c'est vrai que Dave Bautista, il est quand même vachement bien dans son rôle. Voilà, et puis je trouve que l'histoire, elle tient quand même la route. T'es pris par le truc. Le film, il dure 2h30. Et en vrai, notamment par la musique, je trouve qu'il est un vrai point fort du film. Tu passes un bon moment et ça passe plutôt vite. Enfin, moi, je me suis pas dit, putain, il est quelle heure au bout de 2h30. Donc puis la maladresse des personnages est quand même aussi très charmante. Oui, franchement, ça fonctionne bien. Après, je mettrais peut-être un petit bémol sur la musique, parce que les Gardiens de la Galaxie ont tellement amené le film playlist au cinéma. Un petit peu, ouais. C'est un peu vraiment ce film-là, il a vraiment imposé un truc de on met plein de chansons pop, et du coup là, comme je le retrouve, ça a plus du tout la fraîcheur, parce qu'il y en a plein qui sont passés. Donc moi j'ai été beaucoup moins sensible, et même j'ai trouvé ça parfois un peu lourd de beaucoup de chansons comme ça balancées, mais voilà, peut-être que du coup c'est à cause de toute la postérité qu'il y a eu aux Gardiens. Axel, toi t'étais un peu moins chaud devant le film. Non, oui, j'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle avec Marvel et cette radio. Je viens une fois tous les 2 mois et à chaque fois je tombe sur le Marvel, j'ai vraiment pas de chance. Non, c'est vrai que c'est un peu moins pire, on va pas se mentir. C'est quand même, c'est pas aussi abyssal qu'un Doctor Strange ou un Ant-Man ou quoi. Mais j'aime bien le premier. J'aime moins le 2, et là j'aime encore moins parce que j'ai l'impression de voir la même recette en boucle. En fait, je comprends le côté auteur, je le vois, mais pour moi il n'y a pas vraiment de renouvellement. En fait, la bande, elle marche bien, effectivement, la playlist, machin, tout ça, mais il y a pas de fraîcheur en fait. J'ai l'impression de voir plus ou moins le même film que le premier et plus ou moins le même film que le deuxième, juste avec la surprise en moins, et du coup juste un film un peu moins sympa que d'habitude. Donc c'est un peu, si on faisait une métaphore glaciaire, un peu une boule de merde avec un joli coulis de framboise, quoi. Donc il y a un petit peu de chantilly dessus. Là c'est dur quand même. Mais du coup je trouve ça hyper positif, le fait que tu dises je sens qu'il y a un auteur, alors que pour moi dans les Marvel c'est clairement c'est vraiment le truc que je sauve du film, et c'est qu'on sent qu'il est à part du MCU, et ça offre des possibilités qu'on voit jamais dans le MCU dernièrement. Il y a plus rien. Même esthétiquement, il est quand même joli, le film. Joli, je suis pas d'accord. Je trouve ça on a vu vraiment pire ces dernières années en termes de Marvel. C'est exactement ça le problème. Pour moi, c'est pas parce qu'on a vu pire que c'est quand même, ça devient beau, tu vois. Je trouve que ça peut quand même plutôt clean. On a vu parmi les pires purges visuelles de ces 40 dernières années, sincèrement. Doctor Strange ou quoi, c'est dégueulasse, vraiment visuellement c'est moche, et donc là c'est un peu moins moche, mais du coup ça en fait pas quelque chose de beau. Je peux pas dire les Gardiens de la Galaxie, franchement c'est beau. Suicide Squad, déjà ça avait un peu plus de gueule, il y avait un peu plus d'idées de mise en scène, la photo était pas insipide. Là je trouve ça vraiment pas très beau, et il y a un côté cheap que j'aime bien parce que ça colle au personnage, mais enfin ça colle à l'ambiance, à l'univers et à ce que Gunn crée avec ses personnages, mais je sens aussi qu'il y a des limitations de budget, enfin pas forcément des limitations de budget, mais juste des équipes voilà, c'est ça, des équipes qui n'ont pas le temps de travailler et de fignoler des effets spéciaux, donc on se retrouve avec un truc qui est pas fini en fait. Après c'est un film qui se place peut-être un petit peu plus politiquement que les derniers films Marvel qu'on a pu sur avoir. La condition des animaux par exemple, il y a des trucs intéressants à ce niveau-là, mais pareil c'est quand même trop en surface pour moi. Et moi c'était pas forcément trop en surface, mais je trouvais ça
parfois un peu trop rude dans sa façon de faire. Il y a vraiment des scènes où j'étais très gênée quand je regardais les scènes, et surtout un peu maladroitement amené. C'est quand même un système ultra capitaliste qui... Enfin, Disney, ils sont pas clean non plus, tu vois, ni Marvel, et je trouve ça bien qu'ils en parlent, mais c'est un peu gonflé quand même, je trouve. Surtout la façon si rude qu'ils te le mettent à l'écran, je trouve. Moi, ça, à la limite, ça me dérange pas. Je trouve que c'est la seule, finalement, c'est la seule bonne manière de le faire. En fait, c'est justement en faisant comprendre aux gens à quel point c'est inhumain que. Mais du coup, est-ce que ça met pas des limites sur le public que vise Marvel aussi, du coup ? Bah justement, si on peut montrer la réalité des choses à des gamins de 15 ans, c'est pas plus mal. Dur, Bah ouais, mais justement, il faut les choquer, les gens. Sinon, ils comprendront pas de toute façon. Donc, Mais ouais, je trouve qu'il y avait aussi des idées graphiques quand même, un peu au niveau des peaux. Enfin, le grand méchant quand même qui a la peau étirée. On a des personnages quand même. Je trouve que c'est des choses qu'on voit rarement dans des gros blockbusters, des trucs un peu graphiques, un peu dégueulasses. Quoi, tu vois, le design qui m'a vraiment marqué, c'est le lapin. Il est incroyable, je trouve, visuellement. Oui, t'as pas du tout envie d'avoir ce lapin chez toi, il est terrifiant. Il te met mal à l'aise. Et le film, t'en as pensé quoi Je l'ai trouvé sympa, mais comme Florent, au-dessus des autres Marvel qu'on a vu dernièrement, parce que on se rappelle de Ant-Man 3, c'était vraiment une purge. Je suis pas allée. Mais c'est terrible de faire un truc aussi moche. C'est affreux. Et en fait, mais là, ça fait du bien de voir un Marvel au moins finalisé. Qu'il y ait des problèmes de scénario, le film est trop long, je trouve, mais au moins le film est finalisé. Au niveau des effets spéciaux, c'est jamais dérangeant. Il y a jamais un moment où tu dis, tu peux trouver ça moche, mais tu peux pas dire que c'est dérangeant, que c'est mal fait. C'est peut-être moche, mais au moins c'est bien fait. Au moins tu sens qu'il y a quelqu'un derrière. Tu sens que James Gunn, il aime ses personnages. Tous ces personnages, il les adore. Moi, Drax, je l'adore. Il est en retrait, mais c'est celui que je préfère, je pense. Et parce qu'à chaque fois qu'il parle, je sais pas, il me fait rire. Et même quand il va être touchant, il est vachement touchant, je trouve. Et après, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un Marvel supérieur aux autres qu'on a vu dernièrement. Mais je pense que dans pas trop longtemps, je l'aurais oublié. Et après, il y a des persos qui servent vraiment à rien. Genre, il y a le méchant blond. Il sert vraiment à que dalle. Ça pour moi c'est un écueil on fait c'est pour l'introduire, je pense. C'est ça, on introduit un nouveau perso parce qu'on me l'a demandé. Oui, mais ce personnage, il était annoncé dans la scène post-générique du 2. Et du coup, en fait, ça devait être dans le 3 qui devait être vraiment le méchant du film. Parce que dans les comics, c'est vraiment un méchant, ce personnage. Et là, au final, tu le vois 20 minutes, il sert à rien. Et peut-être qu'on le verra plus tard, on le verra sûrement plus tard. Mais je pense qu'il est vraiment pas nécessaire. Bon, en tout cas, Simon nous demande dans le chat si on a besoin de voir l'épisode de Noël. Moi, j'avais même pas vu le 2 et j'ai adoré le film, donc je pense que c'est pas grave si tu l'as pas vu, très clairement. Tu vas louper juste une info si tu l'as pas vu, mais c'est pas important. Pour continuer en tout cas dans cette bonne humeur, parce que malgré Axel, on a quand même bien aimé. Malgré sa présence à nos côtés. Je comprends. On va pas tout de suite passer au prochain débat, mais on va faire un petit détour par Nowhere en écoutant un morceau tiré de la BO des Gardiens de la Galaxie. C'est parti pour s'ambiancer sur Hooked on a Feeling de Blue Sweetie. Hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing
all the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. Même si ça continue de débattre dans le chat sur Gardiens de la Galaxie, on en a fini avec les gros blockbusters américains. Nous allons maintenant passer à une œuvre beaucoup plus intimiste. C'est parti pour découvrir le nouveau film de la renommée Kylie Richard, Showing Up, présenté à Cannes l'an dernier. Bande annonce. Hi. She's amazing. Love the green stockings. You're Lizzie, right? I can't figure out what class this is, but I really want to join it. I don't know what I'm supposed to do without hot water. My show's open on Friday. I'll be free to deal with it after that. I have a show too, you know. You're not the only one with a deadline. I know, but I have 2 shows, which is insane. Hey, give me a push. You should make more like this. I'm enjoying my retirement. I get up, I do a little of this, a little of that. It's time to watch TV again. That sounds terrible. What's going on? I'm making a piece. It's a very major piece. He's a genius. He was always incredibly creative. A lot of people are creative. I saw some of Joel's work at a studio yesterday. Wow, it just gives me such a lift. When's my hot water coming back on? I'm on it. Easy on the cheese. It's for everyone. Cheese is out on the table. You shouldn't put cheese out on the table if you don't want people to eat it. You know, I'm sick of not having hot water, Joe. It's such a total drag. It's such a shitty thing to do to a person, and I'm sick of it. Have a great night. Mais alors, Showing Up, finalement, ça parle de quoi ? Sculptrice solitaire et secrétaire dans une école d'art, Lizzie vit avec son chat dans une maison à côté de celle de sa propriétaire. Elle se prend d'affection pour un pigeon que son chat a blessé et qui lui permet d'oublier ses problèmes. Pendant qu'elle crée des nouvelles statuettes de femmes, elle travaille au vernissage de sa prochaine exposition. On retrouve notamment dans le personnage principal Lizzie Michelle Williams. Sa voisine, c'est Hong Cho. Et on trouve également John Magaro, André Benjamin au casting. Avec Axel, c'est un film qu'on a découvert l'an dernier à Cannes. Du coup, on va laisser Gauthier en parler en premier, comme ça, il va nous rafraîchir la mémoire. Bah oui. Toi qui as eu la chance de. Il a beaucoup de choses à dire dessus, en plus. Donc, je l'ai vu il y a 2 jours. Je pense déjà avoir oublié la moitié du film. Parce que c'est un film qui m'a vraiment ennuyé. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant ennuyé, je pense. Il dure 1h40, c'est que des plans fixes. Où vraiment, je trouve le perso pas intéressant, elle raconte pas grand chose. On la voit juste dans son quotidien à faire de la poterie. Le truc bien du film, c'est qu'elle a un chat, du coup il y a le chat mignon, j'étais content. Quel argument. Ben ouais, mais je pense il y aura pas mieux. Hein. D'accord, ok. C'est le point positif du film, c'est parfois il miaule, je suis content. Et ouais, non, mais vraiment, j'ai pas grand chose à dire. C'est terrible. Après, l'histoire avec la voisine, des fois, ça pouvait être intéressant parce que ça contrebalançait vachement son caractère très calme et apaisé. Elle, on voyait qu'elle avait plus de caractère, qu'elle était plus affirmée. Mais elle est pas très agréable en fait. On essaie de. Ben, au début, tu la vois, tu te dis elle peut être sympathique, c'est une artiste au monde le quotidien d'une artiste. Oui, c'est ça. Mais au final, c'est pas une bonne personne. Techniquement, elle est assez lourde avec sa voisine. Elle est détestable. Non, mais désolé, faut le dire. Oui, c'est le but. Mais après, oui, il y a le truc avec le pigeon qu'il y a autour que tu dis, ok, elle a un peu goût à la vie grâce à ça, mais
Toi, t'avais déjà vu des films de la réalisatrice non, ou pas du le tout? premier, et je pense justement que c'est pas une bonne entrée. Je suis pas sûre, ouais. C'est pas celui qui aura les meilleurs retours, je pense. Je pense, par exemple, First Cow, il y en a beaucoup qui ont beaucoup parlé du film, et je l'ai pas vu, et je pense que vaut mieux commencer par autre chose que Showing Up. Axel, t'es plutôt d'accord avec ça? Oui, il vaut mieux voir First Cow, qui est un film bien plus malléable et sympathique et agréable que Showing Up, qui est un portrait bourgeois d'une bourgeoise qui a des problèmes de bourgeois et dont on n'a absolument rien à foutre. Ça dure 1h40, t'as l'impression que ça dure 8h30. C'est un Wang Bing, mais sans le côté intéressant, dommage pour nous. Non, si j'ai envie de voir le quotidien d'une artiste, je regarde un documentaire sur David Lynch, je vais pas regarder Showing Up qui est un film de bourgeoise qui s'emmerde et qui nous emmerde aussi par la même occasion, quoi. Globalement, le film, tu l'as oublié parce que tu l'as vu il y a 2 jours. Franchement, j'étais dans la salle, j'étais déjà en train de l'oublier, quoi. C'était vraiment un enfer. Et la réaction cannoise était très appropriée, je pense. C'est-à-dire que séance de gala en plein après-midi, tout le monde s'est levé à la fin de la séance pour les chanceux qui... non, au contraire, les malchanceux qui ne sont pas partis pendant. Et tout le monde s'est levé et est sorti dans un silence de cathédrale. C'était terrifiant. Quasiment pas d'applaudissements. Tout le monde s'en foutait déjà alors que le film venait juste de se finir. Même Michelle Williams avait l'air dégoûtée d'être là. Tu m'étonnes. Elle a vu le film, je pense qu'elle a découvert le film en même temps que nous et elle s'est dit merde. Putain, c'est pas la première collaboration avec la réalisatrice. Ils avaient déjà fait un film Wendy. Je ne plus le titre exact. Wendy et Lucie, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ah. Okay. Qui avait eu quand même des bons retours aussi, il me semble. Après, c'est vrai que en fait, faire un film si intimiste, genre où on suit vraiment un personnage tout le long, que ça se plonge dans le milieu artistique, ça donne envie. En vrai, le pitch, il est pas mal. Oui. Juste quand tu comprends pas pourquoi une personne est autant dans la lassitude, dans la dépression, qu'elle avance pas pendant tout le film. En fait, il y a pas un moment où dans le film, t'as un crescendo qui te fait prendre de l'énergie. En fait, c'est lent tout le long et ça rend le film pas accrocheur du tout. Mais en fait. Si le personnage était un peu moins détestable, surtout, on serait vachement plus au fait. Mais elle a même pas vraiment de raison de l'être, d'être aussi lente et de procrastiner autant et de... Elle subit sa vie, mais en fait, quand tu vois, elle a pas tant... Enfin... Elle est un peu chiante, quoi. Non, mais elle est complètement insupportable. C'est un film qui... J'ai l'impression qu'il est pas bien construit. Il y a pas de crescendo, comme tu dis. Il y a pas de différents actes. Il y a pas de climax. C'est vraiment une partie de vie d'une personne qu'on aura oublié dans 2 jours. Hein. Ouais, c'est clair. Surtout qu'il n'y a même pas un vrai enjeu dramatique derrière non plus. Mais tout ça, en soi, moi, c'est même pas des trucs qui me dérangent. Qu'il y ait pas d'enjeu dramatique, pas une construction classique, etc. Que juste qu'on suive un moment de vie d'un personnage, ça me dérange très peu au cinéma. Mais au contraire, c'est souvent des trucs que j'aime. Parce qu'on sort des sentiers battus, etc. Mais là, vraiment, le problème, c'est que comme j'en ai rien à foutre du personnage, je ne m'intéresse pas à ce qui peut lui arriver ou à les raisons qui font qu'elle est comme ça. Souvent, ça peut être avec des petits détails dans le film que ça va être à nous de faire le travail de essayer de comprendre justement d'entrer en empathie et de vraiment comprendre pourquoi machin et tout, et sauf que là elle est tellement détestable, tellement imperméable à toutes sortes de rapprochement avec elle que du coup on est juste complètement dehors et on voit t'as l'impression en fait de voir le film depuis on l'a vu à Cannes, en fait on le voyait depuis Toulon, quoi, le bordel. Tu dois le voir avec des jumelles pour comprendre ce qui passe. On s'en fout en fait, c'est pas intéressant du tout. Parce que même si peut-être dans la vie elle pouvait être ennuyante, le fait qu'il y ait de l'art dans le film, ça aurait pu apporter quelque chose d'autre, genre elle arrive à s'évader à travers l'art ou à s'exprimer à travers l'art, mais le rapport à l'art, je le trouve très inintéressant. Au final il y a pas de scène marquante, je trouve, avec l'art. Il y a juste un petit passage que j'ai bien aimé, c'est il y a vraiment un plan où pendant bien 2-3 minutes, on la voit juste essayer de coller un bout de bras à son truc. Je me dis, c'est intéressant de voir comment ça marche. Comment ça... c'est tout, hein. Reportage sur la petit documentaire sur la poterie. Mais c'est le seul moment où je me suis dit, allez, il se passe un truc, mon Dieu. Ça et le moment où il y a un chant. Bon, on peut essayer de tirer encore des arguments, mais franchement, je pense qu'on a vraiment fait le tour du film. Écoutez, on va terminer nos débats avec un film français cette fois. Il marque le début, lui, de la carrière d'un jeune réalisateur montpelliérain en plus, donc ça fait plaisir. Simon Riette, partons à la découverte de son premier long métrage, Nos cérémonies. C'est parti, bande-annonce. T'es prêt, mon frère? Oui, mon frère. Top! T'es tombé. Et tu t'es réveillé. Personne ne doit savoir que je suis mort et que tu m'as ramené.
Vous êtes arrivé quand? On est arrivé hier. Je suis vraiment désolée pour votre peur. Ça fait tellement longtemps. T'as pas l'air bien là. Faut qu'on le fasse. Fais-le! Maintenant! Faut que ça s'arrête. Laisse-moi mourir alors! Arrête de me ramener! C'est comment la mort? Royan, 2011, alors que l'été étire ses jours brûlants, deux jeunes frères, Tony et Noé, jouent au jeu de la mort et du hasard, jusqu'à l'accident qui changera leur vie à jamais. 10 ans plus tard et désormais jeunes adultes, ils retournent à Royan et recroisent la route de Cassandre, leur amour d'enfance. Mais les frères cachent depuis tout ce temps un secret. Un autre film qu'on a réussi à voir à Cannes l'an dernier, un vrai plaisir, c'était une belle surprise. On nous demande dans le chat s'il n'y aura pas d'interview, mais si, mais elle sera de Simon Riette, du coup le dernier film dont on parle, Nos cérémonies. Axel, tu l'avais aussi découvert à Cannes, je pense que lui pour le coup il t'évoque un peu plus de souvenirs que le précédent. Bah oui, je l'ai pas revu là pour l'émission et j'en ai encore des souvenirs assez frais, pourtant ça fait déjà un an quasiment, donc c'est assez fou. Non, le film marque vraiment, en fait déjà c'est un premier film et il est d'une maîtrise assez impressionnante visuellement. Je vais y revenir, mais j'ai quelques petites réserves, on va dire, sur l'écriture. Mais déjà, le postulat fantastique est hyper intéressant et assez original pour le coup. Ce qui fait de ces personnages, sa manière d'écrire, de décrire et d'écrire la jeunesse, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Il a un regard assez neuf sur ce que c'est de grandir, etc. Je trouve que c'est vraiment original pour le coup, alors que c'est dur de décrire la jeunesse d'une manière un peu nouvelle, un peu fraîche. C'est un truc qui travaille depuis longtemps sur tous ses courts-métrages. Il y avait le même sujet. On voit que c'est un truc qui lui tient vachement à cœur, quoi. J'ai pas vu ces courts-métrages et du coup je suis très curieux de les voir. J'irai rattraper ça. mais ouais, c'est Nos cérémonies, c'est vraiment impressionnant de maîtrise visuellement, c'est fou. Il y a plein d'idées visuelles tout le temps. Le film est d'une beauté en fait, vraiment c'est sublime quoi. C'est sa manière de filmer l'été, de filmer le fantastique, de filmer ses personnages. C'est hyper beau, c'est hyper. Il y a vraiment un truc un peu granuleux, un peu de la matière, du toucher, de l'invisible et tout. Il y a plein d'idées de mise en scène, il y a plein de formes, de construction, de plans quoi, qui sont vraiment ahurissantes. Enfin, le film avait vraiment beaucoup impressionné. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Et j'avais un peu des réserves sur l'écriture. Pour moi, il n'était pas totalement en maîtrise, on va dire, sur comment il amenait certains points du scénario, comment tout ça allait se dérouler, comment ça se goupillait à la fin. J'avais des réserves un peu plus fortes, on va dire, mais ça dérangeait pas tant au final, tellement ouais, la maîtrise du reste en fait arrivait à te faire plutôt oublier en fait ces petits problèmes. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur à suivre. Je sais pas si je me souviens que je m'étais dit en sortant de la séance que peut-être il serait un meilleur réalisateur s'il était peut-être pas scénariste, je sais pas, hein, mais je me dis, est-ce que ça serait pas intéressant de le voir juste réaliser? C'est un truc qu'on fait très peu en France, et je me dis, voilà, est-ce que ce serait pas intéressant de juste le voir réaliser ou quoi? Mais en même temps, si tu me dis qu'il a des thématiques fortes à lui et très personnelles, du coup ce sera probablement moins intéressant de le voir sur le projet de quelqu'un d'autre, enfin sur un truc écrit par quelqu'un d'autre. Du coup, scénario à la limite, il peut être appuyé par quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je serais intéressé, ou alors tout simplement c'est son premier film, il va s'améliorer avec le temps. Il le sait lui-même, je pense. Je pense qu'il en est totalement conscient. Probablement des chances, oui. Qu'il a dû entendre d'autres avis que moi sur son film. Même avec du recul, ça fait des années qu'il porte le projet, forcément. Oui, quand tu montes un premier film, de toute façon, t'as toujours des erreurs qui sont indépassables. Enfin, t'es obligé
obligé de faire des erreurs sûr. et c'est normal. Mais du coup, même ces erreurs-là, elles sont quelque part touchantes parce qu'on sent vraiment le réalisateur hyper prometteur en devenir. Et moi, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire dans la suite de sa carrière parce que... Même le casting, en vrai, Raymond Bor et Simon Bor, c'est leur premier film. Ce que j'allais dire, c'est des mecs qu'on n'a jamais vus. Ils ont un charisme quand même. Ils ont des vraies gueules. Ils ont des vraies gueules et ils portent super bien leurs personnages et leurs films. Ils sont hyper consistants. Enfin, vraiment... et même le reste du cast, la jeune fille ou quoi, enfin, même les gosses, comme la partie au tout début quand ils sont gosses, ils sont super bien dirigés. Vraiment, et on les voyait à Cannes, ils avaient un vrai... il y a eu une alchimie qui s'est créée sur le tournage. On voyait qu'ils étaient tous à fond derrière leur réal, alors qu'il est hyper jeune quand même, donc il doit avoir un vrai truc quand même effectivement de charisme ou quoi, et les acteurs aussi ont un charisme qui est retranscrit à l'écran. Non, vraiment, il y a plein de trucs qui font imaginer un futur réal vachement intéressant, donc j'ai trop hâte. Justement, dans l'interview, Simon, il nous expliquait qu'en fait, ils se sont préparés pendant des mois, il y a eu vraiment une longue étape de travail, de rescénarisation avec les acteurs et tout, et qu'en fait, les acteurs ont apporté vraiment quelque chose au film. C'est pas juste un travail de mise en scène, il y a vraiment eu quelque chose dans l'écriture et tout, et tu le sens, quoi. C'est trop agréable à regarder. C'est vrai que c'est un projet quand même assez ambitieux, parler du fantastique, du lien fraternel dans le cinéma français, et de la jeunesse aussi, ne pas la rendre... pas la stigmatiser, ne pas la rendre cliché non plus. C'est quand même vachement chouette. Tu sens qu'il y a une vraie identité derrière le projet. Il y a une vraie proposition au niveau du jeu d'acteur, des couleurs. Tu parlais du grain. Enfin, il y a un travail qui est fait de A à Z. Moi, je sais qu'à Cannes, ça m'avait fait un peu l'effet de voir un ovni de la sélection. Surtout, c'est la semaine de la critique, donc forcément, il y a des petites surprises là-dedans. Et ça fait du bien, quoi. T'as pas envie de dormir, là. T'as envie de rester tout le long du film. Toi, Gauthier, t'as bien aimé aussi. Ah oui, j'ai bien aimé ce film. C'est un film qui m'a beaucoup surpris parce que je m'y attendais à rien. J'avais pas vu la balance ni rien. Et moi, il y a un truc qui m'a touché dès le début, c'est la photographie du film. Qui au début m'a un peu désorienté parce que c'est la première fois que je vois des couleurs comme ça, un travail comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu rentres dedans, t'es pris par ce film. Et il y a un travail, moi, qui m'a beaucoup percuté, c'est le travail sur le flou. Il y a plein de moments où il travaille sur la perspective, sur est-ce que je rends mes personnages flous, nets. Il y a tout un travail dessus qui est super intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est trop bien qu'il y ait des films fantastiques en France qui soient produits un peu plus chaque année. Moi, c'est un film qui m'avait pensé, je t'avais dit, Margot, ça m'a fait penser à La dernière vie de Simon, qu'on a vu, qui est sorti il y a quelques années, qui est à peu près pareil. C'est, il se passe un accident avec des enfants et ça a des répercussions sur leur eux adultes. Et voilà, c'est un film que j'ai envie de vraiment soutenir. Oui, il y a des premiers défauts d'un premier film. Il y en a quelques-uns d'écriture, comme a dit Axel. Mais c'est pas vraiment dérangeant et c'est super... ça donne envie de voir ce qu'il va faire plus tard. C'est agréable parce que oui, c'est un film où il y a du fantastique, mais ça ne devient pas un film fantastique non plus. C'est quand même un vrai film d'ambiance, d'été, de fraternité, et ça vient pas trop prendre le dessus. Après, je trouve qu'il y a quand même des séquences qui sont... En fait, il y a des fois où nous sommes un peu à distance de ces personnages, il y a des fois où on est très proche d'eux, des fois où on est un peu à distance, et ces passages à distance, en fait, il y a des fois où leur horreur intérieure, elle ressort, et où il y a presque des images cruelles à l'écran, il y a une froideur. Moi, il y a des fois, ça me désorientait un peu sur qu'est-ce qu'il voulait vraiment raconter dans son histoire. Il y a des petites maladresses dans l'écriture. Donc, c'est vrai qu'il y a un léger déséquilibre dans le scénario. N'empêche que, en termes d'identité visuelle, en termes de jeu d'acteur et de travail, ce que vous disiez sur la question du genre, c'est hyper intéressant. Et moi, c'est un truc que j'adore, c'est la manière qu'on a de traiter le genre en France. Je sais que les anglo-saxons ont une manière tout à fait différente de traiter le genre. Mais moi, je me sens beaucoup plus proche de la manière française qui est en fait on fait des drames avant tout, des personnages, on écrit des trucs. Et le fantastique vient se greffer à ça, en fait. Il vient apporter au propos, il vient apporter aux personnages. C'est jamais on fait un film fantastique et ensuite on écrit nos personnages. Là, c'est avant tout des films de personnages. Avant tout des films d'histoire, des films de politique aussi souvent, et derrière on vient greffer le fantastique pour que tout ça fasse un mix hyper intéressant et vraiment passionnant où on utilise le fantastique. En fait, c'est pas un film fantastique, c'est un film qui utilise le fantastique pour dire des choses, pour montrer des choses, et ça c'est vraiment un truc que j'adore avec l'horreur, le genre en France en général, on va dire. C'est une manière de traiter le genre qui est absolument passionnante, et on sent que plein de réalisateurs, plein de jeunes gars ou meufs veulent s'emparer de ça, en fait, de cette manière de faire. Enfin voilà, Julia Ducournau, on en a parlé, elle l'avait très bien fait dans Grave, on ne parlera pas de Titane. Mais même, tu vois, dans les écoles ou quoi, en fait, tu vois les courts-métrages d'école, il y a tellement de films de genre, et c'est toujours cette manière-là de traiter l'horreur, et je pense que dans les années à venir, on va avoir des films d'auteur vraiment de fous,
de genre et vraiment il y a plein de gens qui ont envie de raconter plein d'histoires avec le genre et en France et par pitié qu'on leur donne les moyens et là on est un peu en train de le faire et ça serait cool que No Ceremony marche même si je pense pas qu'en termes d'entrée ça fasse après il a eu une sacrée promo, ils ont fait énormément d'avant-premières. The Jokers pour le coup ils ont vraiment Joker, misé ils poussent sur leur film mais et malheureusement des fois ça suffit pas et c'est pas un problème de distributeur ou quoi, c'est un problème avec le genre plus général mais ça c'est des questions on est là pour en faire la promo en tout cas voilà. donc mais j'aimerais beaucoup qu'il marche même j'ai l'impression que le film a été suivi à Cannes par exemple il y a Combini qui avait fait une petite vidéo de 15 minutes où on suivait les deux acteurs qui est je trouve vraiment intéressant où tu vois vraiment les deux acteurs ils sont perdus au milieu vraiment ça se voit ils n'y connaissent rien à ce milieu. À la sortie de la séance on leur avait parlé et vraiment ils déconnaient avec nous comme si c'était des mecs random qu'on avait croisés dans la rue alors que c'était les acteurs du film. Moi il y a un moment dans la vidéo ça me fait beaucoup rire où ils arrivent à Cannes à l'hôtel, il y a plein de personnes qui arrivent à le parler et il y a des frères, il se met à distance et il joue sur son téléphone parce qu'il en a vraiment il sait pas ce qu'il fait là. Ils sont vraiment perdus et ces deux acteurs sont très prometteurs. Ouais, vraiment. Et ils racontent vraiment quelque chose juste avec leur corps en fait. Il y a un moment où on voit qu'ils ont des capacités en arts martiaux. Ça fait des années qu'ils font des sports de combat et c'est vraiment impressionnant. Sans parler aussi à dégager quelque chose, un lien entre les deux. Et il y a un truc que les auteurs nous a dit, c'est que le petit frère du film, c'est en réalité le grand frère. Et ça je m'attendais pas du tout et en fait c'est intéressant de voir comment le jeu s'est changé par rapport à la réalité. Et même les acteurs qui jouent les personnages jeunes, c'était aussi deux frères. Donc je trouve ça super touchant que pour les différentes générations, il y ait ce lien-là qui les unisse. En tout cas, moi je trouve que la semaine de la critique, ça reste une des sélections vraiment prometteuses quand on va à Cannes parce que ça nous apporte un vent frais dans le cinéma français et même international qui est fou. On a vu Aftersun l'an dernier, ça a tout explosé. Donc calme-toi. On va voir cette année ce que ça donne. Allez, j'ai même pas le droit de placer Aftersun dans mon émission. Tu l'as beaucoup trop placé cette année, là c'est bon, on n'en peut plus. Mais bon, en tout cas, qui de mieux placé que son propre réalisateur pour faire la promotion du film. Je laisse donc la parole à Simon Riette. C'est parti pour l'interview. Can she be late for her sleep? Loin d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonjour Simon, bienvenue dans The Cinema Show. On est ravis de te recevoir pour la sortie de No Ceremony. Là, il sort le 3 mai, donc au moment où l'épisode sort, il est sorti il y a une semaine. Donc on invite vraiment les gens à aller le découvrir. Nous, on a eu la chance de le voir en avant-première, donc on était plutôt contents. Pour commencer, comment tu vas déjà ? Bonjour, merci beaucoup. Je suis très content d'être là avec vous. Ça va bien, il y a eu plusieurs projections du film. Du coup, là, je parle en décalé. C'est ça le souci. Pardon, Mais, là, on est 2 semaines à l'avance. On est 2 semaines à l'avance. Il vient d'avoir une avant-première à Montpellier. Et du coup, j'étais très, très ému de cette projection ici. Ouais, justement, je voulais commencer avec cette projection-là parce qu'en story, tu notes dans ma ville préférée, mon cinéma préféré. Ouais, c'est ça. En fait, dans la ville où j'ai grandi. Ouais. Donc, moi, j'ai grandi à Montpellier. Et ouais, mon cinéma préféré parce que c'est le cinéma où j'ai vu un peu tous les films qui m'ont forgé. Il y a eu la cinéphilie à la maison, quoi. Mais je veux dire, où j'ai commencé en fait à aller seul au cinéma, à voir des films tout seul, à découvrir des choses comme ça dont j'avais jamais entendu parler. Du coup, j'ai plein de souvenirs magnifiques dans ce cinéma. Ça va être émouvant du coup de présenter ton film là-bas. En vrai, ouais, dès que je suis arrivé hier, je l'ai vu l'affiche devant le cinéma et tout, ça m'a fait quelque chose parce qu'il y avait ce truc aussi de se dire peut-être un jour je ferai un film qui sera au cinéma. Et du coup, il y a un truc aussi du rêve un peu qui se réalise. Et ça s'est bien passé du coup, la salle était bien remplie, le trou était positif. Ouais, il y avait plein de monde, c'était cool. Après, il y avait plein d'amis, de gens, quoi, même du lycée et tout. Du coup, c'était émouvant, des gens que j'avais pas vus depuis des années. Pareil, une petite fierté de leur montrer ton projet fini, quoi. C'est ça, ouais. Non, c'est toujours beau, quoi. Et de se dire aussi, c'est un film qui parle de la jeunesse aussi, et il y avait quelque chose de revoir aussi les gens avec qui j'ai grandi et tout. Et c'était émouvant de leur montrer. C'est clair. Pour commencer, pour parler du film, on parle souvent que c'est compliqué de financer un film fantastique en France. Est-ce que tu as eu des difficultés pour ça Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu un défi, j'ai l'impression. Moi, la grande difficulté, c'était surtout de faire un film qui est à la fois fantastique et qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il est pas dans une case. Et les gens aiment bien, dans le financement, mettre les films dans des cases. Et c'est vrai que celui-là, il rentrait pas vraiment dans une case précise, parce que
oui, c'est un film fantastique, c'est en même temps un film très naturaliste, en même temps une histoire, un drame familial. Voilà, il y a plein de choses et je crois que au financement du film, c'était pas si simple de faire comprendre que le film était ce mélange de tout ça et n'était pas juste dans une seule case, quoi. Ok, et vous avez fait plusieurs courts-métrages avant. Est-ce que ça a beaucoup changé votre expérience de faire un premier long-métrage Oui, mais en fait je l'ai vraiment vu comme la continuité, quoi, comme l'accomplissement en faisant le long de tout ce que j'avais acquis aussi en faisant des courts-métrages. Et heureusement que j'avais fait des courts-métrages, j'ai pu me rater, savoir ce que j'avais vraiment envie de faire pour ce long et voilà, d'être c'est la formation un peu qu'on se fait en faisant des films et voilà, de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire. Du coup, heureusement que j'ai fait tous ces cours pour avoir cette expérience. Après, la grande différence avec le long, c'est plutôt le temps et l'état psychique qu'il faut gérer sur de plus longues durées, du coup. Et aussi la grande différence, c'est qu'il y a des enjeux financiers qui dans le court-métrage n'existent pas, parce qu'il n'y a pas d'industrie vraiment du court-métrage, tandis que le long-métrage est une industrie qui implique du coup des gens qui donnent de l'argent, qui attendent des choses, et ça c'est des choses que j'ai découvert. Vous étiez quand même bien accompagné sur votre long métrage. Là, votre productrice n'est pas là, mais peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de votre rapport à elle. Il me semble que vous connaissez déjà un petit peu d'avant. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance en fait de faire ce film avec Inès, ma productrice, qui avait déjà produit mes courts-métrages. Du coup, il y avait une continuité à ce niveau-là et du coup un rapport de confiance qui était déjà là. Et en fait, moi, mon premier court-métrage, il était que j'avais tourné ici, à côté de Montpellier. Il était entièrement autoproduit. On avait trouvé un peu d'argent avec les facs et tout. Et il est allé en festival et Inès, la productrice, l'a vu dans un festival, elle a adoré, elle m'a approché comme ça. Et ensuite on a fait des films ensemble et c'est elle qui m'a poussé à écrire ce premier long métrage. Du coup à ce niveau-là ça s'est très bien passé, Une autre ressemblance qu'on a entre vos courts-métrages et longs-métrages, en plus du coup des équipes qui ont pu vous accompagner, c'est les thèmes que vous abordez. Il y a notamment le thème de la mort, de la jeunesse. Qu'est-ce qui vous rattache autant à ces sujets-là ? Pourquoi vous avez envie d'en parler ? Moi j'ai toujours eu envie de parler des souvenirs, en tout cas des souvenirs de l'enfance. Et je pense qu'aussi, vu que j'ai commencé à faire des films, quand même des courts-métrages assez jeunes, j'étais dans ce moment aussi où je quittais l'adolescence et voilà, il y avait cette envie aussi de parler de choses qui étaient proches de moi. Et après moi j'ai le sentiment que quand je fais des films, c'est aussi pour garder une trace des personnes et des lieux que j'aime, vu que souvent je filme des gens que je connais dans des lieux que je connais très bien. Et du coup il y avait cette envie aussi, voilà, de filmer ça, de filmer des moments de vie comme ça de ces jeunes, et forcément liés aussi à des drames et voilà, qui arrive au milieu de ça. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le contraste un peu entre cet élan de vie de la jeunesse et en même temps cette mort qui est au milieu et qui contraste totalement avec voilà, cette pulsion de vie. Pendant la séance, j'ai pensé un peu au film La dernière vie de Simon, qui est sorti il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vos inspirations pour ce film ? Ouais, j'ai pas vu, on m'en a parlé, mais j'ai pas vu La dernière vie de Simon. Mais oui, moi, au niveau inspiration, il y avait plein de choses. Moi, je suis très inspiré par des cinéastes américains que j'ai découverts ado, un peu seuls comme ça, qui étaient Gus Van Sant, Larry Clark, Greg Araki. Ça, c'est des cinéastes qui m'ont beaucoup marqué. Et après, des cinéastes aussi beaucoup plus classiques comme Elia Kazan, Cimino, Antonioni. Et dans le cinéma français, il y a aussi plein de cinéastes comme Claire Denis, que j'aime beaucoup, Keshish, Guiraudy, voilà, un peu on trouve pas mal la jeunesse chez eux aussi, finalement. Des choses qu'on sent, les inspirations. Voilà, moi, c'est tous ces cinéastes que je cite, c'était vraiment des phares un peu dans ma cinéphilie, dans ma culture, des gens où je me suis dit, c'est possible de faire des films comme ça, et voilà. Et c'est vrai qu'en plus, même dans leurs films, du coup, il y a beaucoup la jeunesse qui est représentée, et je trouve que le casting est toujours très important, notamment chez Gus Van Sant, quand il traite de la jeunesse, le casting, il est primordial, quoi. Ah oui, c'est... Et du coup, toi, pour ton long métrage, du coup, t'as changé de casting comparé à tes courts-métrages où on voyait parfois les mêmes acteurs et tout ça. Pourquoi avoir fait ce choix de faire un casting sauvage ? Et surtout que je crois qu'il a duré quand même pas mal longtemps au final. Ça, ouais. On a fait un an et demi de casting. On a vu plus de 1500 jeunes. Du coup, c'était vraiment un gros casting. Quand même. Ouais, c'était un gros casting. Mais voilà, avec l'idée de... Moi, c'est que des acteurs non professionnels, du coup, qui n'ont jamais joué avant. Et moi, j'avais vraiment envie de rencontrer des
des gens, quoi, de faire des rencontres, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, pas forcément parce qu'il joue bien ou quoi que ce soit, parce qu'ensuite c'est du travail, mais ce qu'il dégage et sa vie, et voilà, de trouver des gens où je vais pouvoir me nourrir aussi de leur histoire et m'inspirer d'eux. Et c'est vrai que chez Gus Van Sant, il y a ce que je trouve magnifique, et je te rejoins, c'est qu'il a créé pour moi un peu des figures éternelles, quoi, de la jeunesse. Et voilà, on a ces visages qui resteront pour toujours en nous quand on pense à ces films. Et moi, il y avait l'envie aussi de trouver, voilà, des visages, voilà, un peu aussi qu'on voit pas souvent au cinéma, et qui allaient incarner un peu cette jeunesse, voilà. T'avais pas d'idée précise de ce que tu voulais au moment où tu faisais les castings, ou... C'était très ouvert. En fait, on a ouvert total. Il y avait aucun critère physique ou quoi que ce soit. Le casting était très très ouvert, ce qui fait du coup qu'on a vu beaucoup de gens. Et après, j'ai flashé sur les frères aussi, parce qu'ils sont frères, c'est-à-dire rencontrer des vrais frères. Il y avait quelque chose de presque documentaire, en fait, de se dire je vais filmer des frères comme ils sont dans la vie, quoi. Et ça me plaisait. Et voilà, plein de choses qui m'ont touché chez eux. Justement, le fait qu'ils soient frères, est-ce que ça t'a fait modifier un petit peu ton scénario? Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire, ou est-ce qu'il y a eu de l'improvisation? Ça a été quoi leur rôle sur le film? En fait, on a beaucoup travaillé en amont, c'est-à-dire qu'il y a eu 7 mois de répétition. On se voyait tous les dimanches, en fait, on se voyait, on répétait ensemble. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai réécrit le film pour l'adapter à eux, en fait, pour qu'ils soient plus proches d'eux. Et je me suis nourri un peu d'eux, dans le sens où, c'est-à-dire, c'est des frères, mais c'est aussi des frères particuliers, parce que c'est des champions d'arts martiaux, tous les deux. Et ils ont passé leur vie à s'entraîner ensemble. Et du coup, moi, quand j'arrive, je découvre aussi leur pratique du sport, de tout ça. Du coup, ça, je m'en sers et je le mets aussi dans le film. Voilà, du coup, il y a beaucoup de travail en amont, et finalement assez peu d'improvisation sur le tournage. C'est-à-dire que l'impro, elle est beaucoup arrivée avant, pour réécrire le film avec eux, mais finalement sur le tournage, ils avaient tellement travaillé qu'ils avaient vraiment le film précisément en tête. Ça devait être assez particulier en plus, parce que du coup, toi c'était ton premier long, et eux c'était leur premier film tout court, il me semble. C'est ça, premier film tout court, du coup, moi premier long, et en vrai de l'équipe, il y avait plein de gens où c'était la première fois qu'ils étaient chefs de poste, ou Inès c'était son premier long aussi, voilà, il y avait plein de trucs. Il y avait l'idée aussi de faire un film avec beaucoup de jeunes, quoi, et de monter un peu tous ensemble, quoi, c'est-à-dire, il y a plein de gens qui avaient travaillé sur tous mes courts-métrages bénévolement, et là c'est la première fois qu'ils se retrouvaient chefs et que je pouvais les payer. Du coup, il y avait un truc assez beau comme ça d'y arriver tous ensemble. Trop bien. Oui, c'était un film important pour beaucoup de personnes pendant le moment du tournage. Oui, je crois bien qu'il y avait symboliquement c'était fort, ouais. Et je voulais revenir sur ce duo de frères. Moi, il y a un plan qui m'a beaucoup marqué, c'est le tout premier plan où on les voit adultes. J'ai l'impression que juste en les voyant, on a déjà toute une histoire, tout un mystère qui se met en place. Et je voulais vous entendre parler à propos de tout ce mystère qu'il y a entre ces deux jeunes, ce qui les relie. Oui, c'est vrai que ce premier plan où on les voit en bateau, je m'étais dit, ce plan, c'est vraiment le retour des héros, quoi. Il y avait un truc comme ça, un peu mythologique, où je me disais, s'ils arrivent en bateau, comme ça, avec un très long plan. Et en fait, il y a quelque chose où on se dit, vu que c'est un zoom très très lent sur eux, comme ça, le plan, il dure 1 minute 30. Et du coup, il y a tout le temps de se dire, voilà, pendant ce zoom, il se passe 10 ans, quoi. Et en fait, c'est les 10 ans on les a vus enfants, et on les retrouve comme ça. Il y avait quelque chose un peu, voilà, de mythologique, et de dire, ces gars-là sont des héros de cinéma, à ce moment-là. Et en un plan, ils le deviennent, en fait, ils sont non comédiens, ils n'ont jamais joué dans un film, mais en un plan ils deviennent des héros de cinéma, et ça me plaisait beaucoup. On commence à parler de la composition des plans, et ce que je trouve intéressant, c'est que tout le long du film, même s'il y a des petits écarts, des petites ellipses temporelles ou quoi, on est vraiment tout le temps avec eux. Et dans tes courts-métrages, c'était un peu ça aussi, on est vraiment très très proche des personnages. Et je voulais savoir comment tu travailles cette proximité, en fait, et pourquoi être si proche à chaque fois de tes personnages. C'est vrai qu'il y a un truc dans le découpage du film qui est très très sobre, finalement, c'est-à-dire qu'on c'est toujours sur eux, et il y a très peu c'est un film où il n'y a pas de plan, juste de paysages, de choses comme ça, et on est très centré sur eux, et c'est quelque chose qui me plaît, d'avoir un film un peu brut comme ça à ce niveau-là, et de me dire de construire un peu le récit. Il y a pas mal d'ellipses quand même, de petites ellipses, et juste d'être avec eux à leur hauteur et de suivre un peu ça comme des moments de vie, un peu, mais comme un peu on a des souvenirs, c'est-à-dire quand on se souvient de choses, on n'a plus la composition exacte de tout ce qui s'est passé, mais on se souvient juste du moment, quoi. Et il y avait un peu cette envie, et aussi c'est un film qui est en scope,
Et le scope, je trouve, c'est un beau format pour filmer des duos, des trios. Et il y avait comme ça aussi, c'était pensé comme ça. Ils sont souvent 2 dans l'image. Et après, plus le film avance, et plus je les sépare aussi dans le montage. Du coup, il y avait plein de choses, voilà, comme ça qui étaient importantes pour moi. Ok. Et du coup, au niveau du scénario, c'est que au départ, tu as des personnages en tête, tu fais des fiches personnages, il y a un truc... Il y a une telle proximité, je me demande, ils ont quelle place au début quand t'écris Est-ce qu'ils ont une place aussi centrale que dans le film ou... Oui, ils ont une place centrale, mais très différente. Ça met du temps ensuite de les trouver. C'est-à-dire, par exemple, dans l'écriture, ils étaient beaucoup plus différents. L'un et l'autre, il y avait vraiment le grand frère très très dur, très violent, et le petit frère très soumis, très sensible. Okay. Et en fait, tout le travail, c'était aussi de les rapprocher, c'est-à-dire dans le choix du casting, c'est-à-dire que j'ai cassé une dynamique, c'est-à-dire que le petit frère dans la vie joue le grand frère dans le film, et inversement. Du coup, ça me permettait aussi d'amener un truc un peu plus étrange à ce niveau-là, et ensuite de travailler de rapprocher les personnages. Et je me disais au début dans le scénario, ils étaient très marqués, très contrastés. Et finalement, dans le montage, on continuait encore de les rapprocher et de se dire, finalement, c'est un personnage à 2 têtes, quoi. Okay. Et ça me plaisait, de me dire, en fait, il y a un héros, quoi. Et c'est les 2 comme ça. Trop bien. Et dans votre film, il y a aussi un gros intérêt à la nature. Est-ce que ça a été directement prévu ce lien avec la nature dans votre film, ou c'est venu plus tard? C'était oui dès le début, parce qu'en fait moi du coup tous les lieux qui sont dans le film, c'est des lieux quand j'écrivais, j'avais déjà tous ces lieux en tête et je les connais personnellement, et du coup j'avais envie de filmer ces lieux, et il y avait vraiment l'idée de se dire la nature va être très présente dans le film et va raconter aussi l'histoire des personnages, c'est-à-dire qu'il y a la petite histoire qui est l'histoire adolescente un peu qui se passe dans le film, et la grande histoire pour moi qui est un peu celle du monde autour. Et du coup les éléments racontent aussi le trajet des personnages, avec cette mer très violente, le vent qui arrive dès qu'il y a du fantastique, comme s'il y avait un truc un peu qui les surpassait et qui se passait à ce moment-là, mais grâce à cette utilisation de la nature et de filmer des paysages, filmer des événements pas climatiques, mais filmer le déroulement un peu de la nature comme ça. Et c'est un film qui est entièrement tourné en extérieur, sauf les scènes d'intérieur, mais qui est beaucoup tourné en extérieur dans des décors naturels, en lumière naturelle, et du coup on était très dépendant du soleil, des marées, des lieux de tournage très difficiles à accéder. Du coup il y avait tout ça qui faisait que c'était déjà très chargé de il y a dû y avoir pas mal de contraintes finalement à vouloir tourner de façon si réaliste. C'était dur, c'est un tournage qui est assez éprouvant, parce que il y a ces lieux qui sont compliqués, mais c'est aussi un film avec beaucoup de mouvements, caméra compliquée, de machinerie, il y a plein de choses, et beaucoup de plans séquences dans le film. Ouais. Ça c'est toujours quelque chose à mettre en place. Ouais, j'imagine. Justement, tu as commencé à mentionner un petit peu les lumières. Ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'il y a un gros travail, je trouve, d'ombre et de lumière, notamment sur les visages, etc. Et aussi de musique. La musique, elle accompagne énormément le film. Et je voulais savoir, c'est des éléments que tu avais déjà en tête dès le début du film? Ils sont venus sur le tournage après Par exemple, pour la musique, j'avais déjà des idées assez précises, parce que dès l'écriture, je m'étais fait une playlist avec tous les sons que je voulais dans le film, et c'est un film en fait où il n'y a pas de musique composée sur le film. Tout est préexistant. Du coup, toute la musique qu'on entend dans le film, c'est des trucs que je savais déjà que ça serait à tel moment. Tout était pensé. Par contre, le travail du son qu'on a fait et qui était conséquent, il y a beaucoup d'ambiance dans le film, de nappes, de choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on a créées avec l'ingénieur son et le monteur son pour créer des espèces d'atmosphères comme ça. On parlait de nature, mais de mélanger au son de la nature des grosses basses, des choses comme ça. Et qui, j'avais l'envie, en tout cas, que la bande son elle raconte aussi toute la part sombre un peu du film, elle s'incarne aussi dans cette bande son grave, comme s'il y a une tension un peu toujours par là, et ça c'est quelque chose qui me plaisait. Et après pour tout le jeu d'ombre-lumière, dès le début, dès nos discussions avec la chef opératrice, c'était déjà là de faire une image très marquée, avec des contrastes très forts, de pas hésiter à faire des ombres, des choses comme ça, et d'y aller assez fort. Moi je voulais une image qui agrippe vraiment.
Justement, en parlant de visage, etc., ce qui me revient aussi, c'est que dans tes courts-métrages et dans ton film, il y a des scènes qui sont quand même assez crues et on a quasiment tout le temps du sang sur le visage ou des marques sur le visage, etc. Ça, au niveau du financement ou quoi, il n'y a jamais eu de problème, ou même toi sur le tournage, tu as dû te limiter parfois ou... Ouais, c'est des films où il y a une violence dedans et qui parlent de ça, quoi. C'est aussi c'est des films avec des hommes violents et ça parle de ça aussi, quoi, de ces garçons qui se frappent pendant le film. Voilà, c'est le sujet aussi du film, mais pendant le financement, non, pas vraiment. Après, c'est plutôt des questions qu'on se pose au niveau de la violence, c'est-à-dire quand on fait un film comme ça, la question de la violence est toujours là, parce que on peut pas dire ah oui, moi je voulais une violence dans ce film qui est une violence qui arrive aussi dans l'ordinaire, c'est-à-dire que je voulais pas des surgissements de violence, par exemple comme pourrait faire Tarantino, et d'un seul coup il y a des grosses scènes de violence et tout. Moi je voulais que ça reste dans le quotidien et qu'il y ait un truc cette violence elle est toujours là, elle est toujours présente, et elle peut arriver comme ça, et c'est ça qui la rend dérangeante. Après c'est de doser, quoi, toujours. C'est-à-dire par exemple dans le film il y a un enfant qui meurt au bout de 5 minutes, de se poser la question de comment montrer ça, voilà, c'est des questions qui m'importent, quoi. Mais et en même temps il y a aussi un plaisir pour moi, mais même de spectateur, d'assister des fois à des scènes de violence comme ça dans un film qui procure quelque chose, mais pour vous raconter, il y a par exemple une scène que j'ai coupée dans le film parce qu'elle était trop violente, et je m'étais dit, en fait, ça cassait parce que je me disais, à partir du moment où cette scène passait dans le film, il y avait un truc on pouvait plus retourner en arrière, quoi, tellement ça faisait un trou dans le film, quoi, parce qu'on était trop choqués, et après c'était compliqué de continuer le film. Du coup, je l'ai coupé. On n'aurait pas eu le même lien avec les personnages. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, ensuite c'était compliqué de les aimer, quoi. Ah, ok. Du coup, c'est pour ça que j'ai coupé cette scène. Mais du coup, voilà, je me posais quand même la question. J'ai enlevé le plus dur. Et du coup, pour ce genre de dosage, ou même avec le fantastique, c'est toi qui fais cette conclusion par toi-même, ou parfois tu as été aidé sur le scénario ou sur le montage Oui, totalement. Déjà, il y a plein de gens. Hein. C'est ça le cinéma, c'est qu'on n'est pas seul, et heureusement, et moi je m'entoure de gens qui j'ai confiance, voilà, comme je disais, qui ont déjà travaillé sur mes autres films et tout. Du coup, oui, bien sûr, le scénario, on l'a écrit à 2. Et ensuite il y a la productrice qui est là tout le temps, qui me fait des retours, et ensuite tout le dosage aussi, ça se fait beaucoup au montage, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ont été coupées dans ce film, de garder vraiment, de reconstruire un peu le récit au montage, voilà, de doser tout ça, ça a été toute la question du montage, d'en mettre un petit peu plus, un petit peu moins tout le temps, de doser ce fantastique et doser le mystère aussi, quoi. En tout cas, comme tu as dit, tu as été vraiment super bien entouré. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur ton expérience cannoise, parce que du coup, vous avez vécu une expérience commune et assez forte, j'imagine. Ah ouais, c'était fou, déjà de se retrouver là-bas, et ce qui était très émouvant, en fait, c'est du coup, c'était une équipe très jeune, on est tous allés à Cannes ensemble, et tous les acteurs, du coup, ont découvert le film à la projection de Cannes. Ah, c'est leur premier visionnage ? Ouais, je leur ai montré aucune image, quoi. Ils se sont vraiment pris le truc, du coup, très émouvant, quoi. Les larmes, tout le monde très touché, il y avait quelque chose de très très puissant. Après voilà, Cannes c'est quelque chose, quoi, c'était aussi un peu violent, quoi, parce que t'arrives, t'es assez fragile émotionnellement de tout le travail sur ton film, t'es épuisé, t'arrives, tu montes ton film, il se passe beaucoup de choses, quoi, mais en tout cas l'expérience était assez folle. En fait, à chaque chose je me disais déjà, de faire un film c'est fou, de faire un film comme je le veux c'est fou, et ensuite d'aller à Cannes c'est dingue, là le film sort en salle c'est fou, voilà, il y a plein de caps comme ça où c'est des rêves qui se réalisent à chaque fois. Même de le montrer dans ta ville d'enfance. C'est ça, c'est rien que ça, c'est pour ça, c'est ces caps, de cocher un peu les trucs et de se dire, ça m'arrive, quoi. Passer à Radio Campus Montpellier. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as des nouveaux projets de long métrage ou... Là j'écris, depuis 1 an, j'écris un nouveau film. D'accord. Voilà, que j'aimerais tourner ici. Ok. Voilà. On suivra ça. Pour terminer, on a une question traditionnelle à The Cinema Show, c'est est-ce que tu aurais un film ou une série à nous recommander que tu as vu dernièrement et que tu as bien aimé Dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu comme film ? Si tu as eu un petit coup de cœur, même chez toi. Ouais. C'est toujours dur, parce que c'est le moment où c'est dur qu'il y ait des choses qui viennent. Je me suis fait
Je vais dire un truc un peu gros parce que je suis en train de le regarder, mais là je suis en train de regarder la dernière saison de Succession. C'est vraiment incroyable quand même. Enfin, je trouve comment le sens du tragique de tous ces personnages à la fois qu'on déteste et qu'en même temps on adore suivre et tout. Il y a vraiment un truc de la tragédie quoi dans cette série qui me plaît beaucoup. Du coup voilà, mais bon, je dis quelque chose de très gros là. C'est vraiment. C'est pas grave. Mais c'est pas n'importe quoi donc. On parle de tout dans l'émission donc il n'y a pas de souci. Voilà, je suis à fond là-dedans en ce moment-là. Trop bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le film du coup sort le 3 mai. Il est sorti il y a une semaine au moment où vous écoutez cette interview. Donc encore une fois, on vous le recommande chaudement. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous. Pour ce moment. Merci. On entend rire à la radio là, c'est magnifique. Ouais. Non, c'est le tien. Merci encore à Simon Yad pour sa confiance. C'était un réel bon moment, en tout cas qu'on a partagé avec lui. J'en profite pour remercier bien sûr Gauthier qui m'a accompagné, ainsi que Yanis et Arthur qui étaient à la technique pour cette interview. Mais du coup, est-ce que nos cérémonies est notre top 1 cette semaine ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite avec le top. Bon, sans surprise, Florence, c'est quoi ton top 1 de la semaine ? Les Gardiens de la Galaxie 3, j'ai vu qu'un seul film. Oui. Ça a été chaud. Axel, si c'est les Gardiens qui finit top 1, je me fous en l'air. Il y a des caméras partout, ça sera filmé. Du coup, c'était Nos Cérémonies. Et Gauthier ? Nos Cérémonies aussi. Est-ce que je vais devoir trancher du coup sur Gardiens de la Galaxie ou Nos Cérémonies ? Mais non, bien évidemment, du coup, en 3e place, Showing Up. Et quel dommage. Pas très surprenant. En 2e place, les Gardiens de la Galaxie. Et en 1re place, Nos Cérémonies. Et pour une fois qu'on a une interview sur notre top 1, c'est vrai. Je pense qu'on peut. C'est jamais arrivé. Pour une fois qu'on a un bon film en top 1 aussi, c'est rare quand même. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine, les garçons ? Non. Non, perso, je déteste le cinéma. Non. Eh ben super. Moi j'ai quand même vu 1 an et demi avec Noémie Merlan. Ça m'a fait plaisir de la retrouver au cinéma. C'est vrai que c'est un film qui traite d'un sujet assez fort, peut-être pour moi encore trop récent, les attaques du Bataclan. Et qui pour le coup il rentre vraiment. On a vraiment des images du Bataclan, du concert et tout ça. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu difficile à regarder par moments. Et je trouve qu'en termes de scénario ça tient pas trop la route, surtout les dialogues. Il y a des scènes qui sont un peu compliquées à regarder tellement c'est un peu grossier et que moi j'y ai pas trop cru quoi, à cette relation et à ces dialogues là. Donc en gros c'était je le conseille pas trop. C'est pas catastrophique mais c'est pas le meilleur. Revoir Paris pour moi c'était au-dessus quand même. Oh putain, c'était ouf. Faut voir la gueule du film. Hein. Bon je suis d'accord. Écoutez, on en a fini avec ce top. On va passer au quiz tant attendu que Marie nous a préparé et que Florent va nous présenter ce soir. C'est parti pour le... The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Ça. Bonsoir. Bonsoir Florent. N'hésitez pas à balancer vos bonsoirs Marie quand même dans le chat bien sûr, parce que on pense à elle. je présente qui nous regarde de là-haut. Je vais essayer. Elle n'est pas décédée, hein. Je préfère le préciser. Je vais essayer de lui faire honneur d'ailleurs ce soir en présentant ce quiz et ce quiz qui verra s'affronter ce soir Axel contre Margot contre Gauthier. C'est un chacun pour sa peau ce soir. Donc c'est trop simple, j'ai déjà gagné. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à faire vos paris dans le chat. Hein. Ouais. Voilà, je suis hyper présent avec le chat. N'hésitez pas à dire ce que vous allez bouffer ce soir dans le chat. N'hésitez pas, on veut un max de commentaires. 1, 2 ou 3. N'hésitez pas à sub aussi, un petit Twitch Prime, ça fait toujours plaisir. Ça régale. La première question, vous la connaissez, il faut deviner le titre de ce quiz qui a souvent un lien avec les films de la semaine, les titres des films de la semaine, qui étaient, je le rappelle, Les Gardiens de la Galaxie 3, Showing Up et Nos Cérémonies. Je dirais les gardiens du quiz. Gardiens du quiz. Nos Cérémo quiz. Nos Cérémo quiz, pardon. Quiz Up. Quiz Up. Et la réponse c'était Showing Quiz. Donc c'est 0. Gauthier était pas loin, mais c'est 0. Bon, on passe. On commence par la musique de film. Question de rapidité. Dans quelle œuvre entend-on cette musique ? First Call ?
First Call, bien joué, le précédent film. La table. C'était vraiment au pif, je me suis dit ça fait un peu ambiance. Voilà, allez, ambiance vache. C'est ça. Te dévalorise pas, c'est pas du pif, c'est du talent. Tu peux le dire. Donc le précédent film de Kelly Reichardt. On passe au En or ou en bois, donc retrouvez les vraies infos parmi ces propositions. Mike Flanagan prépare une nouvelle adaptation d'une œuvre de Stephen King, La vie de Chuck, avec au casting Tom Hiddleston et Mark Hamill. Est-ce que c'est en or ou est-ce que c'est en bois ? Moi j'ai la réponse, donc j'attends que vous répondiez. J'ai la réponse aussi. Ah. Ouais, pareil. Axel, je crois qu'il va falloir que tu répondes en premier. Ah ouais en or. En or. C'est en or, oui. Ah, moi c'est en bois. Pour moi c'est pas ça le casting, mais... Eh bien c'était en or. Ah ouais. Il s'agit d'une nouvelle, La vie de Chuck, c'est une nouvelle qui est parue dans le recueil Si ça saigne, paru en 2000, donc ça fait... On est à 2 points pour Axel, 1 point pour Gauthier et 0 pour Margot. Prochaine proposition, Richard Dreyfuss n'a pas mâché ses mots en donnant son avis sur les nouvelles exigences d'inclusivité des Oscars, déclarant que ça le faisait vomir. Est-ce que c'est en or ou en bois ? J'ai aucune idée. Moi j'ai la réponse. Je vais fermer ma gueule du coup. Allez, chacun son tour. Je vais dire en bois. En bois pour Gauthier. Non, c'est en or, je crois. Et c'est en or, malheureusement, oui. L'acteur des Dents de la Mer a aussi déclaré que le meilleur acteur à avoir incarné Othello, un personnage noir donc, était Laurence Olivier, qui est blanc, faut-il le préciser. Bref, encore un vieux boomer qui va mourir bientôt et qu'on ne regrettera pas. Mâche pas ses mots, Flo. Oui, alors, oui, ce ne sont pas les miens, mais je les porte fièrement. Premier point pour Margot. Bravo. Yes. Dernière proposition, David Simon, créateur de la série The Wire, a été viré par HBO pour avoir apporté son soutien à la grève des scénaristes. Est-ce que c'est en or ou en bois ? Tu peux rappeler son nom ? David Simon. Ok, j'ai la réponse. Ouais, moi aussi. Je crois que c'est vrai. Attends. La réponse, oui, pas sûr. Non, en fait, il y a un mec qui a été viré et j'ai un doute sur le fait que ce soit David Simon. Je crois que c'est un autre. Je vais dire en bois. Toi, je vais dire en bois. Je vais dire c'est faux. Donc il y a en or et 2 en bois. Et ben c'était vrai. Ah putain. Et c'est triste. Let's go. Et c'est juste triste. Oui, c'est très triste pour lui. Donc à la fin de ce en or ou en bois, on a 3 points pour Axel, 2 points pour Margot et 1 point pour Gauthier. On passe au qui a dit. Qui a dit ? J'ai trouvé Ezra adorable, très gentil avec moi quand j'étais sur place. C'est difficile d'en parler, mais j'essaye toujours d'être indulgent dans ce métier parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce business qui ont des difficultés. Andy Muschietti ? Non. Et certaines Michael personnes bénéficient davantage de confidentialité autour de leur vie privée que d'autres. Non. Chaque fois que quelqu'un est sous le feu des projecteurs et qu'on s'en prend à lui, j'ai de la compassion. Je sais pas. Même si c'est justifié, c'est toujours une situation horrible. Donc vous avez compris qu'on parlait de Ezra James Gunn, Miller. Non. Alors voilà, c'est bien un acteur de The Flash. Ouais, j'ai aucune idée du cast, franchement. J'essaie de me refaire qu'on peut voir dans la bande-annonce, qui avait déjà joué dans Man of Steel, qui était le grand méchant de Man of Steel. Ah oui, Michael Shannon. Michael Shannon, exactement. On y est allé difficilement, mais on y est arrivé. Ça fait 4 points pour Axel. Michael Shannon qui exprime sa compassion pour Ezra Miller à l'orée de la sortie de The Flash. On passe à la Sherlock Holmes, qui vaut 3 points. Il faut nous donner l'auteur de ce crime, entre gros guillemets. Je vais, moi aussi, et à nouveau, adapter pour mon prochain film une nouvelle de Stephen King, Le Singe. Alors, qui va adapter ? Alors, je vois qui joue dedans, mais alors qui c'est qui l'adapte, je sais plus du tout. Hein. Alors, c'est un réalisateur. Un réalisateur qui a déjà fait des films d'horreur. James Wan, exactement. Voilà, les indices, ça va être toujours. En tout cas, ici. Hein. James Wan, c'est 5e point. Non, plus que ça, pardon, 7. On arrive à 7 pour Axel à gagner 3 points, bien sûr. 7-2 à rien. On peut arrêter là si vous voulez. Rien n'est jamais fini puisque on passe au quiz spécial. Et cette semaine, le quiz spécial sera un quiz spécial Michelle Williams et Chris Pratt. Putain de merde. Et Chris Pratt, mais frère. Alors régalez-vous. Vous allez vous régaler un quiz croisé. Et on commence par le qui c'est cela. Je vous donne le nom de personnage et il faut me dire dans quel film il se trouve. Charity Barnum et Taylor Barnum. Greatest Showman. The Greatest Showman, exactement. Bah voilà, tu fais dans lequel Michelle Williams. Ce film, c'est juste trop bien. Voilà, on retrouve Michelle Williams. Moi, je l'ai pas vu. En duo avec Hugh Jackman. Il y a un moment qui est bien dans le film, après le reste est éclaté. Ça a l'air affreux. C'est super sympa. On passe au une réplique en un film. Question de rapidité. Dans quel film peut-on entendre cette scène? What about you, Theodore? What do you love most about Samantha? Oh God,
She's so many things. I guess that's what I love most about her. You know, she isn't just one thing. She's so much. Peut-être vous pouvez reconnaître la voix de cet acteur-là qui parle. Thanks, Theodore. See, Samantha, he is so much more evolved than I am. C'est un film avec Chris Pratt. Qui ne joue pas le personnage principal de ce film. Heure, bien sûr. Heure. Je me rappelle même pas qu'il est là. Si, ouais. Ah ouais, putain. C'est vrai que la voix de Scarlett, je me dis, Voilà, on pouvait reconnaître la voix de Joaquin Phoenix, voilà. Donc Chris Pratt qui joue le collègue de Joaquin Phoenix dans Heure. Ça fait, on arrive à 2 points pour Gauthier. Let's go. On passe au résumé raté. Résumé très raté d'un film. De quel film je parle? Quand une jeune femme a perdu ses parents, il y a un gars qui lui donne un tuyau pour avoir une bonne éducation. Devenir une femme méga badass qui mange des champignons hallucinogènes. Avec cette drogue... Super Mario Bros. Super Mario Bros, exactement. C'est lui qui fait la voix de Mario. Chris Pratt qui fait la voix de Mario. Oui, je rappelle que je l'avais avec les tuyaux machin et tout. Tu dis Michelle Williams dans... c'est Chris Pratt. Aucun souvenir. C'est un quiz croisé, il faut bien entendre l'intitulé, attention. On passe à 3 points pour Gauthier, ça fait 8 pour Axel, 3 pour Gauthier et 2 pour Margot. On passe au jeu des synonymes. Question de rapidité, j'ai remplacé... Enfin, Marie a remplacé tous les mots d'un titre de film par des synonymes. Adversaire plus, genre au top du top. Des adversaires, mais genre au top du top, quoi. Plus. Avengers et Infinity War? Non. Il est pas facile, ça. Attends, redis. Adversaire plus, genre au top du top. C'est un titre en 2 mots. Ouais, mais c'est... Ouais. C'est une comédie avec Chris Pratt dedans. Je sais même pas ce que j'ai vu avec lui. Il est toujours pas personnage principal du film. J'ai fait exprès de rien voir. C'est en 2 mots. Wow. Je crois que personne va la voir. C'était le film Meilleurs Ennemis. Voilà. Ouais, le fameux Meilleurs Ennemis avec Chris Pratt. Pas de point sur cette question. J'avais adoré en plus. On passe au Merci le Québec. Je vous donne le titre québécois d'un film. Il faut me donner soit le titre français ou le titre original. Après la foudre. Blue Valentine? Non. Il y a un moment, ça va passer. On sait jamais. Après la foudre. Alors, c'est assez loin du titre. Ok. C'est bien, Thor. Love and Thunder. Ouais. Non. Ça aurait été hyper drôle. Alors, c'est un film avec Michelle Williams. Ah. Je sais pas. Les indices, les autres indices. Il y a Julianne Moore aussi dans le film. Il y a un personnage qui est muet. Oula. Ça se passe. Il y a un peu une idée de musée. C'est terrible. C'est terrible, ça a été présenté à Cannes. Le musée des merveilles. Le musée des merveilles, ben voilà. Je sais même pas de quoi on parle. De Todd Haynes, là, non. De Todd Haynes, Wonderstruck, voilà, de Todd Haynes. J'ai pas vu non. Avec Michelle Williams. Je gagnerai que des points sur des films que j'ai pas vus. T'as juste une culture cinématographique. On passe à 9 points pour Axel et on passe au sacré film. Je vais donc chacun votre tour vous citer des films et il faudra me dire si dans ce film-là il y a Michelle Williams ou s'il y a Chris Pratt. Et on commence par Axel. Axel, si je te dis Le Stratège. Michelle Williams. Et non, c'était Chris Pratt. Si je te dis Le Monde Fantastique d'Oz. Michelle Williams. Oui, Michelle Williams. Si je te dis 5 ans de réflexion. Chris Pratt. Chris Pratt, exactement. Et si je te dis Wendy et Lucie. On l'a dit tout à l'heure. Ouais, je sais. J'ai complètement oublié. Bah, Chris Pratt. Mais non, c'était Michelle Williams. C'était pour parler de Showing Up. Tu fais aucun effort. On passe à Margot. Margot, si je te dis Les 7 mercenaires. Michel. Non, c'était Chris Pratt. My Movie Project. Michel. Non, c'était Chris Pratt. Tout l'argent du monde. Michel. Oui, c'est Michel. Et Manchester by the Sea. Michel. Michel aussi, exactement. Tu passes à 4 points. Bon, écoute. Gauthier, Le secret de Brokeback Mountain. Michelle Williams. Ouais, facile. Michelle Williams. J'ai pas eu ça. Wanted, Choisis ton destin. Ouf. Bah, franchement. C'est évident. Chris Pratt. Chris Pratt, Genre Michel qui joue là-dedans. Bah, c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'il y a un piège. Sex List. Chris Pratt. C'est Chris Pratt. Et pour finir, My Week with Marilyn. Je
connais pas du tout. Michelle Williams. C'est Michelle Williams, Vas-y, bien c'est sûr. Alice aussi, Ouais, tout wow. ça, Donc, ça me dégoûte. Mais on, bon. est on arrive donc à 11 points pour Axel, 7 points pour Gauthier et 4 points pour Margot. Fun. Et on passe au pas tourné. Lequel de ces acteurs-actrices a joué avec Chris Pratt et Michelle Williams? Il faut qu'il ait joué avec les deux. Les propositions: Omar Sy, Tom Hardy, Cate Blanchett, Ethan Hawke, Channing Tatum. Il y en a un qui a joué avec les deux. Il y en a un seul parmi la liste qui a joué avec les deux. Je vais dire Ethan Hawke. Ethan Hawke pour Margot. Channing Tatum. Channing Tatum. Aucune pour idée Axel. pourquoi, vraiment. Channing Tatum aussi. Channing Ah, mais ça Tatum. me fait peur, là. Non, mais c'est vrai, j'ai Non, merde. Pas fun Gauthier. Hein. Alors, Non, Channing personne Tatum, il a joué dans 10 ans déjà avec Chris Pratt. Et c'est tout. Allez. Tom Hardy, c'était dans Venom avec Michelle Williams. Et c'est tout. Omar Sy, Jurassic World avec Chris Pratt. Et c'est tout. Et Cate Blanchett, c'était I'm Not There avec Williams. Et c'est tout. Oh là Et là. c'est donc Ethan Hawke qui a joué avec les deux. Merci, En The Kid Ethan. avec Chris Pratt et The Hottest State avec Michelle Williams. Donc ça fait un point de plus pour Margot qui passe à 5. Il essaye de me dire quelque Oh là chose. là. Il y a Simon qui essaye de m'indiquer quelque chose. Ethan Hawke a même joué plusieurs fois avec Chris Pratt, puisqu'il a joué aussi dans les 7 mercenaires avec Chris Pratt. Exactement, Voilà. c'est vrai, c'était pas savait noté, déjà, mais ça. ouais, Pas merci. besoin de le préciser. Absolument inutile comme info. Merci. Merci beaucoup. On passe au casting 5 étoiles. Je vais vous citer progressivement les membres d'un casting. Il faut me dire de quel film je parle. Mark Strong, Fares, Scott Atkins, Reda Kateb, Frank Grillo, Chris Pratt, Joel Edgerton, Jason Reda Clarke Kateb. et Jessica Chastain. What? Kingsman 2. Non, N'importe quoi. Jessica Chastain, actrice principale, personnage principal du film. Le grand jeu. Film de Ava. guerre. Guerre, Jessica Chastain. Rapport avec la Zero guerre. Dark 30. Zero Dark 30, exactement, de Catherine Bigelow. Ça fait Ok. passer à 12 points pour Axel. Oh, putain, mais Axel. Et on passe à la musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette chanson? Shutter Island. Shutter Island, exactement, bien joué, de Martin Scorsese avec donc Ah, si j'avais pas trouvé ça. Michelle Williams. Donc, avant le duel time, on est à 12 points pour Axel, 7 points pour Gauthier et 6 points pour Margot. Donc, rien n'est joué puisque le duel time, si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 4 points. Si Ah, vous c'est ne perdu l'avez pour pas, moi. vous perdez 4 points. Bah non. Donc, les maths. Si. Je te rattrape pas là. je vais Ah vous si, donner. si, si. si, c'est vrai. Ah ouais, c'est dur là. Donc, je vais vous donner les 3 catégories de questions et c'est Axel qui va choisir le premier sa catégorie. Les sujets des questions ce soir sont anime, joue ou gagne. Anime, joue ou gagne. Que choisis-tu? Gagne. Gagne. Bah oui. Ok, pour Axel, la Bah question oui. gagne. Question. À laquelle de ces cérémonies Chris Pratt et Michelle Williams étaient nommés ensemble mais n'ont pas gagné? Mhm. Les Critics Choice Awards de 2016, Mhm. les Golden Globes 2012, Mhm. les MTV Movie Awards 2019 ou les Teen Choice Awards 2015. Du grand cru. Là, on est sur le haut du panier. Là, c'est. On peut pas faire mieux. Waouh. Parce qu'en plus, je les ai toutes vues, les cérémonies, Bah donc oui. c'est ça qui est cool. Tous les teens, toi, t'es- les Critics, Je suis les très fan Golden des Teen Globes, Choice Awards. les MTV ou les Teen Choice Awards, Au hasard. quels ils étaient tous les deux nommés. Chris Pratt et Michelle Williams, ça doit être bien de la merde, donc peut-être les Waouh. Teen Choice. C'est quoi juste avant les Teen Choice? Les MTV Movie Ah, c'est Awards. bien de la merde, Teen ça Choice, aussi. MTV, Golden Globes ou Critics Choice Ouais, Awards. mais Michelle Williams dans les Teen Choice, c'est bon. Bon, chef, faut choisir là. Ouais, là, je crois que Ouais, bah les Ouais. les MTV. les MTV, c'est noté. Ensuite, on passe à Gauthier. Gauthier, il te reste les catégories anime ou joue. Anime. Anime. Dans combien de films d'animation Chris Pratt a-t-il joué ou prêté sa voix? 1, 2, 3 ou 4. C'est ma blague, ça. On m'a piqué ma blague. Ça y est, c'est devenu une institution maintenant. Je comprends. 1, 2, 3 ou 4, le nombre de films d'animation dans lequel Chris Pratt a joué.
Voilà, 1, La 2, 3, réponse est 4. évidente. à un moment donné, il faut choisir. Non, mais... C'est hyper évident. Feeling. Bah oui, bah... Imagine, tu l'as pas, quoi. 1, 2, 3, 4, Malaise. quoi. Non, mais imagine. Ça me dégoûte. Le mec est pas 2. 2, ok, c'est noté. Je pense qu'il en a fait plus. J'en ai aucune putain d'idée, vraiment. Marco, C'est il moi. te reste la dernière moi. catégorie, la question joue. C'est qui le patron? Bonne rêve. Pour lequel ou laquelle de ces réalisateurs Michelle Williams n'a-t-elle pas tourné? Andy Serkis, Wes Anderson, Wim Wenders, Charlie Kaufman. Pour lequel n'a-t-elle pas tourné? Tu peux me redire les noms? Andy Serkis, Wes Anderson, Wim Wenders ou Charlie Kaufman. Je vais dire Wim Wenders. Wim Wenders, c'est noté. Et on va commencer par toi, Margot. Ouais, comment ça Margot, c'est avec Wes Anderson qu'elle n'a pas tourné. Elle a tourné avec Andy Serkis dans Venom 2, Wim Wenders c'était dans Land of Plenty et Charlie Kaufman c'était dans Synecdoche. New York, tu perds 4 points et on passe à 2. Axel. Ah, ça pue ça. La cérémonie à laquelle ils étaient tous les deux nommés, c'était les Critics' Choice Awards 2016. Meilleur acteur Chris Pratt pour Jurassic World et meilleure actrice Michelle Williams pour Manchester by the Sea. Oui, ça passe. Que des grands films, grands films bien sûr. Je pensais pas que c'était aussi pourri les Critics. Et donc tu perds 4 points et tu passes à 8. Gauthier. Non, je pense que j'ai pas. Je pense pas que ce soit 2. Je sais pas s'il te fait un dernier. Chris Pratt, il n'a pas joué dans un film. D'animation. Il y a Mario. Il n'a pas joué que dans 2 films. Il n'a pas joué que dans 3 films, il a joué dans 4 films. En avant, les 2 films Lego et Mario. Et j'avais un avant et sachant qu'il jouera bientôt dans le nouveau film Garfield aussi, dans lequel il prêtera sa voix. Et tu retombes à 3 points. Voilà, le grand gagnant, c'est Axel qui remporte ce quiz avec brio ce soir. C'était simple, hein. De toute façon il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Je remercie mes parents avant tout. Du coup, bref, on disait. L'arrogance, oui. Écoute, on remercie forcément Marie d'avoir préparé ce quiz et merci à Florent d'avoir pris le relais ce soir et qui nous a totalement géré en fait. Quel pro. On aurait dit que c'était lui qui l'avait écrit. Ça aurait été mieux si je l'avais fait, mais quand même c'était pas mal. Yes. Ouais. Mais j'aurais pas pu gagner. On peut pas gagner, jouer à un moment donné. C'est compliqué. Bref. Merci encore pour ce quiz à vous deux. Mais on me dit dans l'oreillette que en fait, c'est l'heure des recos. Donc c'est parti. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Comme à chaque fois, on va faire un petit tour de vos recos cette semaine. Gauthier, est-ce que tu veux commencer? T'as pas le choix. Oui, bah oui. Non. Je vais parler du film d'animation Jughead. La semaine dernière, on a vite fait parler de Mad God et c'est un film qui me fait beaucoup penser à ça. C'est vraiment un film d'animation d'un univers assez violent, assez froid. Et voilà, justement, du coup, si vous avez bien aimé Mad God, je vous recommande Jughead, sorti il y a 2 ans, je crois. Et c'est super. Merci Gauthier. Florent, toi de ton côté, c'était quoi ton petit coup de cœur? Alors moi, ça sera la chaîne YouTube Le Vortex, qui est donc une chaîne YouTube qui est montée par Arte et qui a pour principe de réunir pendant un temps des vulgarisateurs qui officient sur YouTube en colocation pour écrire des vidéos, pour discuter ensemble. Et donc voilà, ils sortent une série de vidéos. À chaque fois, ça se passe par saison. Il y a plusieurs épisodes avec à chaque fois un vulgarisateur. C'est hyper intéressant dans justement le partage des savoirs. C'est toujours hyper passionnant. Il y a déjà eu 6 saisons, des saisons estivales. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc foncez, c'est vraiment hyper accessible, hyper agréable et c'est toujours super de voir même les bonus et les voir discuter ensemble de plein de sujets, c'est hyper intéressant. Le Vortex. Ok, c'est noté. Si jamais dans le chat, parfois vous connaissez nos recommandations, n'hésitez pas à nous le dire et même à nous conseiller des choses, on est toujours preneurs. Toi Axel, t'avais eu quoi comme petit coup de cœur cette semaine? Moi c'était Les 4 jumelles de Copy, c'est une pièce de théâtre écrite dans les années 70-80 je crois, sur 4 sœurs en Alaska. C'est très moderne, très surréaliste, très court aussi, ça se lit très vite, ça fait une 30aine de pages et c'est un grand auteur de théâtre que je découvre, que je connaissais pas et grâce à un ami qui me l'a conseillé, je suis rentré dans son univers. C'est vraiment hyper étonnant la manière dont c'est construit. C'est vraiment à l'antithèse du théâtre classique qu'on a l'habitude de lire. J'aimerais beaucoup voir ça mis en scène un jour, je suppose que ça a déjà été fait mais j'aimerais le voir parce que ça doit être vraiment très détonnant. Le ton est
hyper particulier, hyper décalé. C'est très 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 drôle et en même temps ça raconte beaucoup de choses sur la fraternité, sur l'humanité en général en très peu de pages. C'est hyper bien écrit et vraiment c'est assez passionnant. Voilà, je recommande. Ben, on attend la création d'Axel d'une émission spéciale lecture sur Radio Campus Montpellier pour en découvrir plus. Moi de mon côté j'essaye toujours de mettre un ami à moi en avant. Cette semaine je voulais soutenir Jonathan qui a créé son compte spécial ciné sur Instagram. C'était un chroniqueur il y a quelques temps. Bon, maintenant il est à l'autre bout du monde donc c'est un peu compliqué, mais il nous regarde de là-haut aussi avec Marie. Du coup son compte s'appelle Jorod. Il y parle cinéma mais aussi d'actualité en fait, donc c'est plutôt sympa. Lui il a vraiment une culture immense, franchement à chaque fois il nous défonce en termes de culture. C'est surtout très varié, il connaît du cinéma de tout genre et du monde entier, donc c'est super pour faire des découvertes. Voilà, moi c'est un projet que je soutiens totalement et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Voilà. Merci du conseil. De rien. Et de rien. Merci encore pour vos recommandations. Mais voilà, maintenant il est temps de clôturer du coup cette émission. Oh bah non. Merci encore. Mais pas déjà. Pas comme ça. Pas comme ça, il y aura quand même une petite musique de fin. Et les petits pas de danse d'Axel et Simon. Hein, moi, j'attends. Merci encore à Marie et du coup Florent qui a animé ce quiz ainsi que les actualités de cette semaine. Merci à Simon, Yanis et Adriano qui étaient à la régie ce soir et merci à eux pour l'interview également. Merci aux éditeurs aussi qui nous ont suivis ce soir. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir notre travail. D'ailleurs, dès lundi prochain, vous pourrez découvrir nos actualités canoises, nos petites aventures canoises. Wow. Donc préparez-vous, il va y avoir de la story. N'hésitez pas également à nous suivre sur les plateformes d'écoute pour découvrir les replays complets des émissions. Les meilleurs bars de Cannes, bientôt dispo sur Cinéma Show, un petit top 15. Tout à fait. Et lundi, c'est déjeuner chez Nico. Hein. Je vais préciser à tous aux auditeurs. C'est chez Nico le déjeuner. Ça arrive fort là. La semaine prochaine, il y aura 3 films. Alors, par exemple, Simon, tu les as mis à jour et j'ai pas regardé. Donc, il y aura R, c'est le nouveau film de Matt Damon et de Ben Affleck. Ils sont en co-scénaristes, tous les deux sur le film, ils l'ont écrit tous les deux. Il y aura du coup Hawaï et Le cours de la vie. 3 films du coup à découvrir la semaine prochaine dans The Cinema Show. Je voulais terminer cette émission avec une musique coup de cœur tirée d'un film dont on a parlé ce soir, le film Nos cérémonies, qui était notre top 1 cette semaine. Je sais que ça fera aussi plaisir à un de nos fans qui nous écoute. Voilà, c'est parti pour Distance de Rendez-vous. À nouveau une musique dansante pour finir dans la bonne humeur. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.